Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Le calendrier de nos émissions se décline tout seul. Ce 5 novembre, c'est la dernière émission consacrée à la lecture des résultats issus de la dernière élection présidentielle. Demain, on analysera le discours programme que prononcera le président Paul Biya après la prestation de serment. Et après, comme on l'a promis, on entrera justement dans les attentes des Camerounais, les mesures à prendre, les sanctions également à décider si vous étiez à la place du président de la République. Avec nos invités ce soir, on prend les 53,66% réalisés par le président de la République. C'est le score, c'est ce qui a assuré sa victoire à cette élection présidentielle. Avec nos invités, on verra ce qui a joué en la faveur du président Paul Biya. À qui doit-il finalement son score et où sa victoire? Vous comprendrez pourquoi on dit et où sa victoire et qu'on détache avec le score, parce qu'il y en a qui mettent toujours victoire entre guillemets jusqu'à présent, mais au moins le score, il est indiscutable, c'est bien 53,66%. Paul Biya doit ce score finalement à qui? Sa victoire à qui? À ses performances managériales, à la mise en œuvre de son programme décliné depuis 2018, à l'impact de sa formation politique, à l'adhésion du peuple camerounais, aux errements entre guillemets de l'opposition. Vous aurez à vous prononcer, vous également, à travers le numéro qui est affiché au bas de l'écran, comme d'habitude, mais également à travers la plateforme Info TV Cameroun, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, ou alors ceux qui suivent le Grand Soir sur YouTube. Bonsoir et bienvenue à tous. Et on accueille nos invités. Accueillons comme cela se doit Sa Majesté Léonard Fandia. Il est un directeur de publication de Les Visages d'Afrique, un visage qui était permanent à une certaine période sur les antennes d'Info TV, qui a quelque peu disparu. Majesté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, et c'est un plaisir réel pour moi de m'offrir l'occasion de renouer avec ce qui était ma maison, c'est-à-dire Info TV. Vous savez, il y a une décennie déjà, peut-être que j'étais pu passer par ici. Merci pour cette opportunité que tu m'offres. Et je suis effectivement heureux d'être là et de pouvoir mettre le pied dans la fourmilière. Alors, à quoi vont ressembler finalement les visages d'Afrique? Vous gardez la même formule ou il y a une approche nouvelle pour décliner justement votre offre médiatique, les visages d'Afrique? Nous restons surtout sur la même lancée, c'est-à-dire notre ligne éditoriale, c'est le combat. Nous sommes des combattants, des journalistes de combat pour le trône de la justice et de la vérité. C'est-à-dire que nous nous refusons de faire la politique d'autrui, c'est-à-dire mettre la tête dans le sable pour ne pas regarder la vérité en face. En d'autres termes, c'est axé vers une sorte de purisme pour dire la vérité en tout temps. Hein? Et bien évidemment, ne pas dire pour nuire, comme ne pas dire pour plaire. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que pendant cette élection présidentielle, il y a eu ce journalisme de combat-là? Est-ce que ça s'est manifesté quelque peu? Quel est le regard que le doyen que vous êtes à jeter sur la couverture médiatique de cette élection présidentielle? Bien évidemment, vous savez que dans le microcosme médiatique au Cameroun, il y a certes de classes, il y a la presse du pouvoir, la presse de l'opposition, et puis il y a une autre presse comme nous qui nous efforçons d'être juste au milieu, pour dire la vérité quand il le faut, qu'importe s'il s'agit du pouvoir ou de l'opposition. Voilà. Et pour les élections, évidemment, je crois que la grande majorité de la presse a essayé d'être assez professionnelle, malgré... Et d'autres ont subi la pression, les menaces du ministre de l'AT, et à un point où, vous voyez, chacun y allait de sa manière. Le ministre de l'AT a un peu ouvert les yeux, il a sorti un peu les muscles. Il a plusieurs fois menacé. Certains ont fui. Ils n'ont pas été des journalistes de combat. Certainement, oui. Merci beaucoup d'être venu sur les directeurs de publication, Sa Majesté Léonard Fandia. J'ai bien envie de poser la même question à Bernard Ouna, qui est également un vieux de la vieille dans les métiers de la communication et du journalisme. Journaliste politique. Bonsoir Bernard. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants déjà installés dans ce studio. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et merci pour cette première dans le cadre de l'émission Grand Soir sur Info TV. Et je suis très heureux parce que je dois l'avouer, c'est la première fois que vous m'invitez sur ce plateau. Mais il y a eu une invitation
à laquelle je ne pouvais pas répondre parce que j'étais empêché. Voilà. Et ce soir, je vous ai dit que... c'est pas faute d'avoir essayé, on a quand même essayé. Pas du tout. J'ai dit que je devais arriver. Je suis là et je suis très heureux d'ailleurs de participer à ce débat avec des figures qui comptent, qui marquent. Concernant la presse, vous demandiez... Oui. Est-ce que la couverture de cette élection présidentielle, quel est votre taux de satisfaction ou d'insatisfaction? Beaucoup d'insatisfaction. Les pouvoirs publics et même les partis politiques engagés à cette élection, les 12 candidats, globalement, personne... pas grand-chose pour la presse, surtout à capitaux privés. Cette presse s'est débrouillée comme elle a pu et ça s'est fait ressentir. Mais il y avait quand même des gens qui, dans leurs différentes équipes, dans leur organisation, avaient intégré, avaient greffé certains médias audio, il y avait des équipes quand même assez bien organisées. Il y avait des équipes. Oui. J'ai vu Chiroma avait une équipe, j'ai vu Cabral avait une équipe, j'ai vu Serge Espoir Matomba avait une équipe, j'ai vu Joshua aussi avait une équipe. Et là, c'est des équipes, je dis, des médias à capitaux privés, parce que tous ces candidats, les 12 au niveau de la CRTV, qui est le média capitaux public. Il y a une organisation qui permet d'affecter des équipes particulière qui a fait que chaque candidat avait une équipe qui l'accompagnait du début jusqu'à la fin de la campagne électorale. Elle était prise en compte en charge par la CRTV. Donc je souhaite que dans l'avenir, moi personnellement en tant que directeur de publication, je fais 2 publications sur la presse ignorée pendant les élections et sur une provocation de plus concernant la pitoyable aide publique à la communication privée. J'avais interpellé... Mais ce que vous dites a été magnifié, entre guillemets, lors de la rencontre que le ministre de la Communication a initiée avec les hommes de médias, où il a clairement été constaté justement que la presse n'a pas été encadrée, notamment la presse privée, dans cette élection présidentielle. Les représentants des différentes associations l'ont dit clairement, ça n'a pas été facile et on aura l'impression que la presse, à un moment donné, a boudé certains candidats, mais il n'était pas possible, sans avoir l'accompagnement de l'État, de soutenir la presse. Et la réponse du ministre de la Communication est claire. Vous la connaissez? Non. Je n'ai rien reçu. C'est voilà, pour cela que le ministre n'a rien reçu. Je n'ai rien reçu. C'est pour cela que je ne vous ai rien donné. Jean-Jacques, ce que l'on doit faire, nous, de la presse, nous qui sommes des patrons d'entreprises de presse, ou ce qui en tient lieu, il est question, par exemple, la première action, c'est pas une défiance, c'est de refuser le machin de 100 millions que le gouvernement distribue à... Non, il faut une soixantaine de titres. Il faut refuser carrément ça, parce que ça ne couvre même pas les frais des dossiers que vous êtes appelés à concorder. Ça dit que vous avez près de 50 papiers à signer jusqu'aux impôts et autres. Pour avoir 300 000 Pour avoir 300 ou 400 000 francs CFA, c'est vraiment, c'est de l'injure, c'est insultant, c'est infantilisant. Puisque les gens veulent caporaliser la presse, moi je pense que nous-mêmes de la presse, nous devons prendre nos responsabilités. Et Jean-Jacques, je vous assure que il faut, par rapport à l'élection présidentielle, il faut que dès demain, dès que le président prête serment, que les patrons de presse prennent leurs responsabilités et interpellent le nouveau président. Les patrons de presse n'ont par exemple pas été consultés. Vous savez que lorsque M. Fernand Ngongo recevait tout le monde au palais, même des gens qui n'avaient pas qualité d'aller là-bas, on s'est demandé pourquoi est-ce que le Conseil national de la communication et le ministère de la communication n'ont pas pensé que le ministre d'État, secrétaire général, le président de la République, reçoive aussi les hommes de presse, puisque on dit, je ne sais pas à tort ou à raison, que c'est un autre pouvoir aussi, un quatrième ou je ne sais pas, un pouvoir dans les autres, à côté des autres pouvoirs. Je crois personnellement que le président de la République, en prêtant serment demain, doit ressentir le cri de détresse des hommes et femmes des médias. Les patrons d'entreprises de presse doivent interpeller le président de la République afin que nous sortions de cette aide, de cette moquerie, de cette comédie d'aide pour une subvention en bonne et due forme qui honore la presse, comme ça se passe au Maroc, 6 milliards, au Sénégal, 3 milliards, en Côte d'Ivoire, 1,5 milliard, au Gabon, 500 millions, etc. Au Cameroun, 100 millions. 100 millions. Mon Dieu, et 100 si millions. on parle d'aide, là-bas, c'est les subventions. Là-bas, c'est les subventions. D'accord. C'est ce que nous devons faire. D'accord. Alors, sur cet aspect-là, il faut dire que un grand patron des médias, qui a au moins 2 journaux qui paraissent régulièrement, qui a une chaîne de télé, nous a dit que par des circuits qu'on ne peut pas clairement définir,
parce que ça n'a pas été matérialisé, il a reçu 2 millions de francs. 2 millions de francs CFA. Pour la campagne. Pour la campagne. Vous avez 2 journées, vous avez une chaîne de télévision, vous êtes au quotidien en train de relayer les informations sur cette élection. On vous soupçonne même d'être proche du pouvoir. On vous soupçonne même. Voilà. Et on vous donne 2 millions de quoi acheter quelques chewing-gums. C'est pour ça que j'ai cessé d'espérer. Je ne peux pas mentir aux téléspectateurs qui nous regardent. Moi, on m'a appelé pour décharger 500 000 dans une voiture, quelque part. Dans une voiture? Oui, quelque part. C'est un manque de respect aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous a juste dépanné. Non, j'avais des problèmes de quittance de Néo et autres. Donc, c'est parti là-bas. Oui, je ne pouvais pas cracher sur ça. C'est l'argent de nos impôts. Oui, c'est l'argent de nos impôts. Et ces amis sont finis. C'est fini, depuis, avant l'élection. Combien de temps vous avez fêté votre 58e anniversaire? Oui, 56e. Je ne pouvais pas inviter tout le monde. Vous voyez que même Franck, je ne me plains pas, mais je ne peux pas inviter tout le monde. Peut-être même les 500 000 là, on peut aussi retrouver un peu quelque part là-bas. Un peu. Merci, Jean de Dieu Evuna, vous êtes de la société civile justement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là, de pouvoir contribuer à l'analyse projective, prospective et pouvoir apporter un plaidoyer pour entre les pouvoirs publics et le peuple profond. Il y a donc un plaidoyer qui se dessine sur ce plateau. Oui. Vous avez écouté 2 directeurs de publication. Oui. Léonard Fanja a dit que lui n'a pas même plus demandé. C'est bon. Pourtant, je suis un ancien membre de la commission des... Bernard a eu la chance qu'il a pu gérer ses quittances avec les 500 000 balles qu'on lui a donné, mais que le ministre de la Communication a déclaré qu'il n'a rien reçu pour accompagner la couverture de cette campagne, de cette présidentielle. Je crois qu'ils ont eu le résultat de leur ignorance de l'influence et du pouvoir de la presse. D'autant plus que ils ont d'autres qui ne sont pas de leur bord ont caporalisé les réseaux sociaux et une certaine presse pour véhiculer et les fake news et autres. Je crois qu'ils ne feront plus cette erreur stratégique de négliger ce pouvoir qui est aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère des technologies. On ne peut plus négliger la presse et dire, c'est même assez, comme le grand frère le disait, c'est insultant, c'est même honteux qu'un ministre de la Communication puisse avouer que je n'ai rien reçu. Peut-être qu'il est en train de passer un message. Oui, il peut se démissionner. Hein. Il passe un message. Il ne peut pas nous défendre, nous, de la presse. Ceux qui ont organisé, porté cette élection, ont oublié un pan important. Je crois qu'ils doivent tirer aujourd'hui des leçons de leur erreur. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. On dit ça depuis. Écoutez, peut-être les dernières fois, on n'était pas à 53,66%. Et qu'aujourd'hui, avec le score, comme c'est la thématique... De l'adversaire. De l'adversaire du président. Le score de l'adversaire. Qui est à prendre au sérieux. Oui, qui est à prendre au sérieux. Ils pourront tirer les conclusions et des leçons de ce qu'il n'est plus question de négliger un certain pan du pouvoir. Parce que la presse est un levier stratégique du pouvoir. Nous pouvons constater quelle est la place que les médias, les occidentaux par exemple, et dans d'autres pays, des grandes puissances, on donne à la presse. On ne s'amuse pas. Carrément, les partis politiques, les hommes politiques prennent en otage la presse pour véhiculer leurs programmes politiques. Mais savoir qu'ici, nous faisons le bilan à l'entame de ce programme et nous avons 2 directeurs de publication qui disent que on parle de 2 millions, on parle de 500 millions, 500 000 francs, on parle de Sa Majesté qui dit qu'il ne demande même plus. Sérieux, il faut tirer des leçons, il faut faire quelque chose, il faut faire bouger les lignes parce que à tous les niveaux, il y a des cris, il y a des pleurs. C'est-à-dire que quand on fait venir une influenceuse, son billet d'avion et son séjour, c'est ce qu'on donne à la presse sur 5 ans. Avec son billet d'avion, bien entendu, un billet d'avion et un séjour dans les hôtels les plus capés et plus huppés, c'est ce qu'on donne à l'ensemble de la presse pendant au moins 5 ans. Dû à l'ignorance de ceux qui nous gouvernent, c'est une certaine ignorance. Non, c'est pas l'ignorance. C'est pas l'ignorance. C'est délibéré. Tous ces gens savent à quoi sert la presse et quelle est la puissance de la presse.
faut plaindre les journalistes qui, malgré ça, continuent à aller. Et puis les candidats à l'élection ne nous ont pas dit beaucoup de choses. Hein. Alors, on s'attendait à ce que dans leur programme, que les candidats nous disent que nous, on va... Personne n'a fait allusion à la presse. Non, pas mathématiquement personne. Il y a quand même... je sais ce que Cabral a promis. Je sais ce que... Docteur, ce qu'il a promis. Oui. Puisqu'il est un ancien de la maison. Voilà, c'est fait. Donc, on attendait également que des choses sérieuses soient dites à la presse pour voir comment la condition peut être améliorée. Ce qu'on dit, ce n'est pas de donner l'argent pour qu'on aille couvrir seulement vos meetings. L'accompagnement médiatique pendant une élection présidentielle doit être pensé. Ce n'est pas en fonction de vos intérêts, ce n'est pas pour qu'on soit dans vos bagages, comme certains embarquent les journalistes dans leurs bagages et les font même, parfois même signent l'émotion de soutien. Ils se retrouvent là, ils signent une fiche de présence ou d'émargement qui devient une motion de soutien. Le type est coincé, il voit son nom là-dedans, il ne sait pas pourquoi il avait signé. Non, ce n'est pas pour embarquer les journalistes. Docteur Boisbok, bonsoir. Bonsoir DG, bonsoir à mes co-discutants. Ça fait du bien de revenir devant les caméras. Je fais un moment sans être là. Vous avez beaucoup manqué. Ah, c'est vous qui m'avez manqué parce que la période électorale a été une des périodes les plus belles de ma vie. Parce que c'était justement une période de rencontres, d'échanges, écouter les autres, partager. J'ai pu découvrir le Cameroun dans la diversité de son intelligence, mais aussi de son savoir-faire. Donc, pour plusieurs raisons, je me suis mis en retrait. Peut-être qu'on va brosser quelques points ici. On brossera juste, hein, parce que... brossera, non, il y a le grand repas qui va être servi. Vous êtes l'invité ce vendredi de À vous la parole. Très bien. Tout le monde veut vous écouter. Il se dit mille et une choses sur votre démission du FSNC. Donc on brossera juste. On brossera juste. Oui, le grand déballage. Ce sera pour vendredi. Mais pour parler du sujet d'entrée concernant les plaintes de la presse, l'élection est terminée. L'élection est terminée, c'est pour ça que... Maintenant, la presse se rend compte qu'elle a été le parent pauvre de cette élection. Non, je ne veux pas revenir sur les promesses qui ont été faites. Et je rejoins parfaitement Dr Evouna, qui parlait de l'absence de culture politique. Vous savez, en Afrique et notamment au Cameroun, on oublie que la culture politique, ce n'est pas que l'élection. Ce n'est pas que l'électeur, ce n'est pas que celui qu'on doit élire. C'est un ensemble de paramètres autour qui sont pris en compte, et vous l'avez dit, qui sont pensés, qui sont organisés et qui sont financés. Quand vous avez des campagnes électorales à l'étranger, vous avez des mécènes qui financent la presse. C'est-à-dire que le financement est pour le budget de la presse. C'est-à-dire que je l'ai un peu déploré dans cette dernière campagne, et moi je suis rentré en politique pour ne pas rater le rendez-vous du donner et du recevoir de la mondialisation. J'y suis, j'y reste. Ceux qui pensaient que j'allais rentrer en bout, c'est fini. Je suis en politique et je vais aller jusqu'au bout. Et je suis venu d'abord pour apprendre, pour comprendre et maintenant continuer. La première absence, et c'est pour ça que la presse crie, parce que la culture politique n'a pas pris en compte des paramètres ultra importants. La presse, la sécurité et le petit personnel autour d'un candidat. On n'en parle pas, mais c'est des gens qui ont été lésés. Lésés parce que le candidat arrivait, on l'adoubait, on l'acclamait, les petites mains qui ont travaillé n'avaient pas le temps de recevoir les payes parce que quand il a fini de faire son discours, il rentre dans la voiture, il est parti. Si celui qui est organisé n'est pas suffisamment sérieux pour gérer tout le monde, si vous faites un sondage, vous allez trouver beaucoup de plaintes dans ce sens-là. Parce que justement, les candidats devraient rentrer dans une dynamique de campagne électorale responsable. Un budget, une organisation transparente, une gestion de fonds claire, de manière à ce que, où il y a un manquement, où il y a un vide, qu'un mécène qui vient vers vous ne se comporte pas comme on a fait au grand frère. On appelle un carrefour, on ouvre la voiture, on donne. C'est une mauvaise habitude que les hommes politiques même ont donnée à leurs mécènes. Ce qui fait que certains hommes politiques, quand on lui dit tel est arrivé, il dit tout le monde sortez, je le reçois seul. C'est une mauvaise habitude, un manque de transparence, un manque de bonne gestion des équipes. Et ça entraîne donc ce genre d'absence et de manquement. Dans un État moderne, il n'est même plus de la responsabilité du gouvernement d'accompagner la presse. Il faut faire des subventions ponctuelles. Absolument. Et moi, je l'avais présenté ici, c'est des subventions qui sont claires. À une presse, à une télé, on donne une structure, des infrastructures, du matériel et certaines facilités qui vous permettent d'exercer, même sur 2 ans.
sans avoir une pression financière sur vous. Ça vous permet d'atterrir, de vous faire un nom et d'évoluer. Parce que vous participez à l'éducation sociale, à l'éducation de la nation et à l'information positive de la nation à l'international. Mais comme ce n'est pas vu comme un maillon essentiel de la communication, de la publicité de la nation, c'est donc négligé. Ce qui fait donc aujourd'hui, c'est à vous d'intercéder, vous de la presse, d'intercéder auprès des différents leaders politiques pour qu'ils intègrent ce volet d'une presse de gauche, d'une presse de droite, Absolument. mais qui a des financements de la gauche ou de la droite. Parce que tous les partis politiques ailleurs ont un financement pour la presse. Ailleurs. Mais chez nous, bizarrement, nos leaders se comportent toujours comme s'ils n'ont jamais eu 5 francs. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on fait, c'est toujours un peu comme si c'est caché, tout est confus, tout est touffu. C'est des choses qu'il faut changer à l'avenir, qu'il faut corriger. Donc, pour sortir sur cette question, il y a une absence de culture politique qu'il faut intégrer aujourd'hui. Et ça commence par les hommes politiques, les acteurs politiques, qui doivent non seulement en parler, qui doivent l'expliquer et pouvoir amener les populations à comprendre que dans la gestion de la politique, il y a un appui que le militant apporte au parti. C'est un objectif, c'est une direction. Ça aussi, ça doit être dit. S'il n'y a pas une culture globale, le candidat se retrouve à une élection tout seul. Et il se met à chercher l'argent à gauche, à droite. Puis il est obligé de signer parfois des alliances iniques parce qu'il veut de l'argent. Et à la clé, tout le monde qui est autour de lui et qui transpire, qui mouille le maillot, qui paye le prix, n'a rien parce que lui-même, il a mis tous les calculs dans les petites entrées qu'il a pu avoir. Mais si c'était organisé de manière responsable, voilà les élections locales qui arrivent. Comment on s'organise? Et vous allez voir tous les partis politiques ont pu le RDPC. À un mois, c'est là qu'on va commencer à courir dans tous les sens, comme si on était surpris. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on change, qu'on améliore et qu'on ajuste. Parce qu'en 2025, si dans un pays voisin, en 48 heures, on a le résultat d'une élection, ça veut dire qu'ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont travaillé. Et nous devons aujourd'hui travailler donc à tirer les leçons de ce que nous avons vécu en 2025 en impliquant tous les acteurs. Qu'est-ce que les hommes politiques ont à dire comme expérience? Qu'est-ce que ceux qui ont travaillé autour d'eux ont à donner comme expérience? Qu'est-ce que la presse a à dire? Qu'est-ce que tous les différents acteurs ont à dire sur cette question-là? Et je vous garantis que si on ne fait pas ce travail-là, demain, on aura les mêmes problèmes avec les mêmes conséquences. D'accord, justement, à partir de ce moment, on n'arrivera pas à des journalistes qui vont voir le ministre de la Communication pour dire pourquoi vous ne nous avez rien donné. Ce n'est pas le ministre de la Communication qui prend dans son budget ordinaire pour donner à l'occasion de la campagne électorale. L'un des derniers de tout le gouvernement. Un petit budget également. Un petit budget du gouvernement. Ce n'est pas un budget du député. Et là, vous me permettez de rapidement ouvrir une parenthèse. Ça se décide où ce budget? C'est à l'Assemblée nationale. Oui. Donc c'est vous qui devez également... Non, ça se décide à la présidence. Non, attendez. C'est à la présidence qu'on conçoit et c'est à l'Assemblée qu'on vote. Non, attendez. La décision... Attendez. On ne vote pas seulement à l'Assemblée. Au ministère de la Communication, il y a une réflexion qui se met sur pied. Oui. Sur le budget dans sa globalité. Tout à fait. On est d'accord? C'est là donc que les acteurs de la presse intègrent leurs besoins de 100 millions à 6 milliards, je dis n'importe quoi. On va donc à l'Assemblée nationale, on justifie la pertinence de ces 6 milliards. On ramène à la présidence pour information et pour justification. La présidence entérine ce qui a un sens et qui est validé par l'Assemblée nationale. Je veux vous appeler à interpeller les députés. Voilà encore une absence de culture politique. C'est qu'on prend les députés comme des figurants. Pourtant, c'est des gens avec qui il faut aller, qu'il faut rencontrer, tous les différents groupes, les enseignants. Quand je les vois se plaindre, ça m'étonne. Parce qu'ils oublient qu'il y a un endroit où ils doivent aller et c'est eux qui portent la voix pour eux. Redonnons de la valeur à nos députés. On aura moins de problèmes de cette nature. Question de culture, oui, Majesté. Je voudrais dire que j'ai quand même une vingtaine d'années de débat sur les plateaux. Mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne compte même plus sur, je n'espère pas, parce que pendant plus de 20 ans, on a... Parce que vous donnez l'impression que vous comptez sur le ministère de la Communication ou sur l'aide publique à la communication, tel que c'est reversé. Oui. Peut-être qu'il faut aller voir le problème ailleurs. Ne vous découragez pas. Nous avons toujours dit que les députés, oui, par exemple. Nous avons dit, on a tout exploré. On dit aux gens, écoutez, depuis 20 ans, on leur dit, ailleurs, ces pays que vous appelez les petits pays parlent de subventions et en termes de milliards. En termes de milliards. Moi, on le dit, les gouvernants, ils savent ce qu'ils font. C'est la partie de cynisme, tout simplement. Ils savent que les gens ont besoin de cet argent. Quand on prévoit une élection, il y a un budget pour ça.
Et dans ce budget, on peut bien estimer ce qu'il faudra pour la presse. Alors, ça ne se passe pas comme ça. Et on dit, non, si on budgétise ce qui revient aux partis politiques, en oubliant que l'élection, ce n'est pas seulement une affaire de partis politiques, il y a un ensemble d'acteurs qui concourent à une élection, il y a un problème. J'ai quand même été membre de la Commission nationale d'aide publique à la presse privée. Hein. Oui. Alors, j'ai moi-même... Et vous dites que vous ne partirez pas, alors que vous étiez là-bas en haut. Je leur ai dit plusieurs fois, c'est pour ça qu'à la fois, on m'a même chassé là-bas, parce que je leur dis que non, vous pouvez pas imaginer le peu d'argent, on parle d'aide à la presse, alors qu'on devait parler de subventions. Et le peu qu'il y a, vous allez faire venir quelqu'un qui a un cabinet d'avocat parce qu'il a une presse en ligne, il a un site web pour qu'on lui donne de l'aide. Je m'en étais offusqué et je remercie parce que chaque fois que je m'en offusquais, le ministre Issa Chiroma Bakari trouvait que c'était fondé et il fallait vraiment mettre un terme à ça. Malheureusement, il était limité. Parce que je pense que si ça dépendait de lui, on parlerait de subventions. Et c'est pour ça, dernièrement, quand j'ai vu certains journalistes qui s'alliaient au ministre des Sports pour s'attaquer à Samuel Eto'o, j'ai dit, vous êtes même comment, mais vous réfléchissez comment pour que un ministre vous emballe comme ça, vous régente, alors que vous devez réclamer, parce qu'à notre temps, on donnait même 1 million 200, 300, 2 millions. Maintenant, j'ai appris qu'on donne 200 000, 300 000. Je leur dis, mais vraiment, avec ça, vous soutenez ces gens? Ça ne vaut pas la peine. D'accord. Jean de Dieu, vous vouliez ajouter un mot là-dessus. Parce que ce qu'on est en train de demander, certains vont dire aujourd'hui que non, moi je me suis occupé de la presse. Ce n'est pas ça qu'on demande. Parce que ceux qui disent qu'ils se sont occupés de la presse, on voit comment ils traitent les journalistes. C'est le journaliste qui arrange la cravate du ministre qui est en meeting. C'est lui qui commence à gérer les affaires des presse. C'est lui qui est déjà en train de gérer l'autre côté. Le doyen dit que quoi? C'est le journaliste qui va accueillir la petite du candidat. On a vu ça hier. J'insiste sur, vous allez, on va peut-être parler de Céline, mais j'insiste sur l'ignorance de l'influence et du pouvoir. Vous savez, quand quelqu'un sait qu'un mais ça marche, qu'ils font exprès. Ça ne veut pas dire qu'ils ignorent. Parce que, dites-moi, ça veut donc dire qu'on a très peu de ministres qui sont des hommes politiques. Parce qu'un vrai homme politique connaît l'influence de la presse. Un seul passage pour une émission d'1 heure, un homme politique ne blague pas avec. Ça veut dire qu'on a très peu d'hommes politiques, même des députés, qui sont très peu qui ont la culture et l'étoffe de leaders politiques. Parce qu'un leader politique ne blague pas avec la communication. Il sait qu'on parle dans ce studio et aux États-Unis, on nous regarde, on nous écoute. Il vend son image. Et c'est même là où on investit plus. Il faut voir à quel... C'est pour ça qu'il y a des levées de fonds dans des partis politiques sérieux. Dans la période électorale, moi j'insiste, il y a un problème non seulement de culture, mais d'ignorance de la culture. Non, c'est le cynisme parce que quand ils ont la presse étrangère, ils ont de la considération à la presse étrangère. Contrairement à ce que je voulais dire. Je voulais dire deux choses avec la permission de Jean-Jacques. Allons-y, on est en train de sortir de cette mise en bouche qui paraît violente. Je ne saurais sortir de cette mise en bouche sans faire allusion à la démission du docteur Mbok. Ça, vraiment, vous allez souffrir que je dise un mot dessus. Mais sans transition. Oui, sans transition. Je voulais permettez qu'on mette rapidement une transition en termes de relance. Oui. Vous allez parler de cela. On n'a pas envie que le docteur Mbok grille tout ce qu'il va nous dire à la prochaine élection. Je suis d'accord. Mais je ne lui pose pas de questions, je fais une observation. Voilà. Je fais une observation parce que le lundi 13 octobre, au lendemain de l'élection présidentielle, j'ai partagé le plateau d'Espace Miné avec le docteur Mbok. Ici, présent, je lui disais ce jour-là que c'était pas bien le ton que M. Chiroma avait, que ce n'était pas bon l'attitude d'Anissé Ekane et Ndjekam Tchameni. J'avais d'ailleurs dit qu'ils allaient être arrêtés, ils ont été arrêtés parce qu'ils ne sont pas dans une république bananière. Et je disais au docteur Mbok que vous-même vous allez nous retrouver dans la voie de la lucidité. Et il n'était pas lucide. Je pense que c'était l'émotion et la passion du lendemain de l'élection. Quand il pensait que M. Chiroma avait gagné. Je voudrais le féliciter parce que j'ai même dit ce jour-là, je l'ai répété il y a 2 jours, que M. Chiroma aurait dû prendre la parole depuis pour éviter ce que nous vivons, enfin ce que certains Camerounais vivent, endurent depuis quelques jours. Et je pense qu'il faut des gens courageux comme ça qui peuvent reconnaître qu'à un moment donné, j'ai servi et puis j'ai vu que ce n'était plus ce que je croyais servir
il vaut mieux que je parte pour que... Mais vous entrez les gens dans ce qu'il n'a pas dit. Non, moi j'ai lu son communiqué. J'ai lu son communiqué. J'ai bien lu son communiqué. Je ne veux pas m'appesantir dessus. Je voulais seulement lui dire bravo parce que nous étions ensemble ici sur ce plateau le 13 octobre. Je lui disais que nous pouvons arranger ce pays, nous pouvons faire changer ce pays autrement. Parce que vous avez pris ce qu'il a dit pour parole d'évangile. Non, je ne prends pas pour parole d'évangile. C'est déjà un grand pas. Il a fait un gros bond, c'est-à-dire partir d'une position qu'il avait déjà et dire que non, je regrette, je ne pensais pas que c'est comme ça que ça devait être, moi je ne suis plus dans ce fonctionnement-là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, les gens pleurent à partir depuis l'arrière-pays, hein. Les gens n'ont pas la capacité d'acheter la viande à Yaoundé maintenant et à Douala, les gens n'ont pas la capacité d'acheter la tomate pour faire du riz sauté. D'accord. Parce que on a compris ce que trois machines sont déjà à 500. Bernard, on a compris ce que vous êtes en train de vouloir exprimer. Le docteur aura l'occasion de tout nous dire. Je suis dans d'accord. 48 heures seulement. Il nous dira tout. Et moi, j'ai la faiblesse, hein, je veux le reconnaître ici, d'avoir fait une émission ce matin à la radio où nous avons félicité le docteur Mbok parce que des communicants que nous on a vu défiler sur les plateaux de radio, on était obligés, c'était un plateau de communicateurs et de journalistes, de tirer un coup de chapeau au docteur Moïse Mbok, qui a tenu d'abord physiquement, athlétiquement, il fallait être sur tous les plateaux entre Douala et Yaoundé. Maintenant, l'attitude, l'épaisseur, dans le raisonnement, même quand il recevait des balles comme vous venez d'envoyer là, il est resté zen, il amortissait. Des balles blanches. Mais les balles blanches sont aussi. Il amortissait et puis il restait focus sur ce qu'il était venu dire, ce qu'il était venu faire. Vraiment, on va sortir de là. Je dirais que je connais le docteur Mbok, il a toujours eu une posture républicaine. Je savais qu'il était dans un jeu politique. Et si... Vous avez vos conclusions. Non. Moi, je le dis, je le connais. Il a toujours eu une posture républicaine. N'allez pas à la conclusion. C'est pas la conclusion. Écoutez, nous ne nous connaissons pas ici. Il a toujours eu quand on dit qu'il est dans un jeu politique, c'est que le gars peut être à 13 Non, c'est pas ça. Écoutez, il était de tout cœur dans ce qu'il faisait. À fond, dans une logique républicaine. C'est dans une logique républicaine. Mais dès lors que la ligne rouge a été traversée, je me suis réservé de l'appeler, lui demander qu'est-ce que tu penses. Et j'attendais ces silences qui ont commencé à parler. Il y a des silences qui parlent. D'accord. Alors, vraiment, si vous permettez, moi je voudrais d'abord rapidement dire ici que je n'ai aucun problème personnel avec le président Tiroma. De un, d'accord. De un, aucun problème personnel. On a eu, et je l'ai dit dans ma correspondance, un différend idéologique. Et dans ce différend idéologique, nous en avons parlé. Et il est le président de ce parti. Il est en droit de nommer un porte-parole et de l'enlever. Il ne faut pas que les gens essayent de voir autre chose. C'est son droit. Et également, en tant que militant, c'est mon droit aussi de dire que je ne suis pas d'accord avec ceci. Et puis on trouve un terrain d'entente, on évolue. Maintenant, je l'ai dit d'entrée, je suis venu en politique pour apporter la pierre à l'édifice. Apprendre d'abord. Apprendre et apporter la pierre. Et aujourd'hui, je crois à la communication, c'est pour ça que je suis là. Je crois à la communication et on m'a envoyé beaucoup de messages, je suis même pas allé sur Facebook, on m'a envoyé beaucoup de messages pour dire, il paraît que le gouvernement t'a acheté, il paraît que tu as retourné la veste, il paraît. Je dis simplement qu'il faut d'abord lire la lettre que j'ai écrite au président Tiroma, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut rappeler que nous sommes dans un état de droit et dans tous les partis politiques, il y a les libéraux, il y a les modérés, il y a les extrémistes. Si dans un parti, on peut se parler dans cette différence-là et qu'on reste ensemble, tant mieux. Mais le patron d'un parti peut estimer qu'il n'a pas besoin de libéraux ou de progressistes ou même d'extrémistes. Il peut décider. Le parti voilà. Nous sommes dans un cas de figure aujourd'hui où je voudrais simplement rassurer les Camerounais que je suis parti en toute âme et conscience, n'ayant jamais été mis de côté, comme je vois les gens essayer de dire. Mais on aura des questions à vous poser. N'ayant jamais... Non, il n'y a pas de souci. N'ayant jamais été approché par le gouvernement, je suis quelqu'un de sérieux et de sincère. Et quand je fais quelque chose, je crois à ce que je fais. Et c'est ce que j'avais reconnu dans le président Tiroma. Quelqu'un qui est jusqu'au boutiste. Et c'est là, déjà, notre premier point de départ. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui sait où il va et qui se donne tous les moyens pour y arriver. Donc, on s'est rencontrés sur ce point-là. Et je suis resté républicain.
Et je vais continuer de l'être. Ça n'a rien à voir avec l'homme Tiroma, rien à voir avec le FSNC. Je vois des gens parler de tribus, de ci, de ça. Et je vais sortir en répondant au grand frère Fandja que quand je donnais ma position à mon président, je lui ai fait en lettres privées. Et il a décidé d'en faire une affaire officielle. Fin de citation. Voilà un bon départ pour l'émission qui arrive. Bernard, je voulais vous inviter à ce débat-là, mais c'est l'entretien. C'est l'entretien. C'est un problème. L'opportunité de décider maintenant. Vous dites que vous ne m'avez pas suivi. Majesté, vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. J'ai compris. On retient ça comme question à poser vendredi. C'est noté. C'est noté. Bonsoir, ce soir devenu grand, où je retrouve mon ancien et ancêtre Fandja. Je n'oublie pas les autres. Quand l'autonomie au sein du 4e pouvoir n'existe pas, parce que muselé comme les autres, le pouvoir législatif, judiciaire, pas l'exécutif, où c'est là où donne à celui qui danse à leur mélodie politico-musicale. Quelle manière que de ridiculiser ces grands hommes participant à l'information, l'édification, le divertissement. Merci Max Octoma pour cette vision. On va sortir de ce sujet de mise en bouche là, en rappelant justement pour qu'on nous comprenne pas mal que on nous dit souvent que le cabinet civil donne l'argent à la presse, mais non, c'est pas son rôle. Une fois qu'on se retrouve dans les couloirs de cette nature-là, on ne va pas régler le problème. Très bien. Parce que si vous n'avez pas le réseau, excellent. Si vous n'avez pas le réseau pour entrer au cabinet civil, vous êtes mort malgré le travail que vous faites au quotidien. Et les télévisions ont produit des émissions, des reportages tous les jours pendant toute la période préélectorale, la période de campagne électorale, mais maintenant, si vous n'avez pas le code, il faut donc pas que le pays fonctionne avec des codes, des amis de tels qui peuvent entrer dans tel couloir. Ça doit être une subvention, ça doit être programmé. Comme on a prévu programmer les partis politiques, la société civile, les médias et autres, tout cela doit être pensé avant pour qu'on ne nous fasse pas courir, rattraper les voitures au carrefour quelque part. C'est clair. Mais c'est la décharge qui compte. Pour décaisser un peu. Quelle est la destination de la décharge? Quelle est la destination de la décharge? Est-ce que vous avez lu l'entête? L'entête, c'est quoi? Mais il n'y avait pas d'entête. J'avais pas d'entête. On m'a dit que quelqu'un m'a demandé de décharger cet argent. L'entête affichée. C'est pas l'entête qui compte. Voilà, en prison comme ça. Parce que l'entête là peut être autre chose et il y a votre signature qui est restée. On est sérieux. Je pense que l'espoir reste entier. Il suffit simplement de changer l'architecture de la gestion de la presse et de lui accorder tout l'accompagnement qu'il faut. Et je pense que c'est même ce que le ministre Rome avait fait en son temps, avec les ouvertures qu'il avait faites, la carte de presse, qui devait avoir un contenu qui n'a justement pas été suivi. Il devait toujours attendre du cabinet civil. Parce que quand il y avait un point de presse, il fallait attendre du cabinet civil. Non, à ce niveau, même déjà au niveau de la carte de presse, on devrait mener une négociation nationale qui donne des facilités aux hommes de médias. Au niveau du transport, au niveau de l'hébergement, au niveau de la santé. C'est des négociations qui peuvent se faire. Bon, vous présentez ça. C'est pour ça que je dis c'est déjà une base. On peut s'appuyer. On peut s'appuyer dessus. On peut s'appuyer dessus. On peut s'appuyer dessus pour pouvoir justement accorder des facilités à la presse, en rappelant que les missions de la presse, une fois qu'elles sont définies, qu'elles sont expliquées et qu'elles sont orientées, chacun joue un rôle. Et il y a donc, c'est là que l'Observatoire des médias au MINCOM devrait servir. Parce que vous observez quoi? Un travail qui a été fixé. Qu'est-ce qui a été fixé? S'il n'y a donc pas un travail qui a été fixé et que si les normes ne sont pas respectées, on observe donc quoi? Donc il faut également densifier l'Observatoire des médias qui permettra non seulement de permettre aux médias d'avoir une feuille de route, d'avoir un accompagnement, mais ces différents hôtels, vous voyez, on fait des exonérations de taxes à gauche et à droite. Ça devait servir à ça. Une exonération de taxes dans un État n'est pas ex nihilo. Ça se fait sur la base d'une compensation en termes de un franc symbolique qui va dans un hôpital, un franc symbolique qui va dans une agence de voyage, qui va dans ci, qui va dans ça. Pourquoi les gens ont des voitures en Europe qui payent sur 20 ans? Parce qu'il y a un accompagnement institutionnel qui permet de le faire avec des micro-paiements jusqu'à terme. Donc c'est des réflexions
qu'on peut mener ici La carte et est pouvoir... D'accord. Mais merci beaucoup, docteur. Bonsoir le plateau. Quelqu'un voulait vous titiller, mais il a très vite changé d'avis parce qu'il revient en disant bonsoir. Désolé, docteur, je ne savais pas que vous aviez démissionné du parti de Issa Tiroma. La politique dans ce pays va tuer les Camerounais parce qu'il vous demandait qu'est-ce que vous faites sur le plateau. Est-ce que les villes mortes sont finies? Vous n'êtes pas trop 24 heures. Vous faites quoi dehors? Vous faites quoi dehors? Là, il a découvert que vous avez déjà démissionné et il s'en excuse pour cela. Bonsoir tous. Je suis Bassa. Mais la traîtrise, je ne sais pas trop, vous commencez votre affaire que je n'aime pas là. Jean de Libreville, réserve ta question pour vendredi à 21h. C'est le docteur Moïse Bock qui sera notre invité et votre invité. Vous pourrez lui poser des questions entre les Bassa, qui serait traître, qui ne serait pas traître. Là-bas, vous allez vous entendre. D'accord? Jean de Libreville au Gabon, rendez-vous, le rendez-vous est bien pris. Docteur Bock, quand on a été dans une organisation, on repart avec le ventre plein et la bouche fermée. Les journalistes et surtout JC va te tirer les verres du nez. Non, c'est vendredi. Non, c'est vendredi. C'est vendredi. À Teba, donc quoi, en matière de communication, ce n'est pas un bleu. Donc vous gênez pas. Bonsoir, le grand soir. Et un invité particulier, l'invité vedette, docteur Bock. Une question justement au docteur. Qu'est-ce qui fait de tous les Camerounais qu'il a su convaincre avec ses belles paroles quand il démissionne alors maintenant? Christian de Bock, on note ça pour vendredi. Que vous avez convaincu beaucoup de Camerounais avec de belles paroles. Maintenant, vous démissionnez, vous les laissez avec qui? Bonsoir, Dr Bock a toujours été calme et posé sur tous les plateaux. Je l'ai vu malmener le professeur Méon. Non, faut pas dire ça. Faut pas que mon grand frère... Il dit ce que lui l'a ressenti. Il est en train de lire. Lui l'a ressenti que vous étiez malmené. On ne le perturbe pas. Nanga Balthazar à Yaoundé. D'accord. Donc on va arrêter cette affaire-là parce que sinon, Dr Bock va prendre notre émission en otage. Bonsoir, panel. J'adore votre émission. Je félicite Dr Moïse Bock. Il a vu le feu. Il met l'image du feu venir. Un bon républicain, un bon exemple pour la jeunesse camerounaise. C'est Yves depuis Fumban. Alors, entrons dans la thématique de cette émission. Vraiment, les messages pour Dr Bock, là, je vais les garder, conserver pour qu'on fasse une très bonne émission dans 48 heures vendredi à 21h sur Info TV. À ne pas manquer. Sa Majesté Léonard Fandja, le président Paul Biya, vainqueur de cette élection, avec 53,66% de suffrage. Si on vous pose la question comme elle est formulée, à qui doit-il ce score et où cette victoire? Bon, vous voyez, vous savez, on a annoncé l'élection présidentielle, on l'a organisée, on a vu tous, et chaque candidat battre campagne. Nous avons été sur le terrain. Et puis, nous avons vécu l'élection en elle-même, les décomptes des voix et tout ceci, parce que moi j'ai été sur le terrain, j'ai coordonné le lycée de la Cité avec 18 bureaux de vote avec le collège bilingue catholique Sacré-Cœur de Mokolo. Et non seulement ça, vous voyez qu'il y a certains candidats, il y a un certain candidat comme Akere Mouna et Yodi et tout ça qui refute ce résultat. Alors donc, et moi, je sais que même vous avez, beaucoup se sont plaints ici de la gouvernance, parce que moi j'estime que la gouvernance ici était vraiment digne de république bananière. C'est pour ça que tout le monde appelait à une nouvelle gouvernance. Et maintenant, on a procédé aux élections. Alors, dès lors que l'ensemble des candidats, une bonne frange des candidats et certains autres ayant pris connaissance des résultats sur le terrain dans les bureaux de vote, ayant vécu les scènes, les vidéos sur lesquelles on surprenait les membres de l'ECAM en train de falsifier les bulletins, les PV des élections, il va sans dire qu'il y a eu deux résultats. Il y a le résultat réel et le résultat... Comment est-ce qu'on détermine un résultat réel? Sur la base de... Non, même les vidéos, parce que vous savez que... Vous êtes directeur de publication et vous êtes journaliste. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire que j'ai dit, un journaliste qui ne se laisse pas... qui est là pour dire la vérité. La vérité, c'est sur une vidéo. Non, pas sur... Il y a les vidéos aussi, il y a les vidéos. Il n'y a pas que ça. Il y a les PV, puisque nous avons les PV. Et vous les avez? Oui, on a vu tout ça. Tout ça, pas à la maison, on a vécu tout ça. On peut vous dire qu'au niveau communal, voici le résultat, avant que ça aille au niveau départemental. Vous savez qu'il y a eu plusieurs personnes qu'on a surpris en flagrant délit de falsification des PV
Et ayant donc... Et ces personnes sont où? Non, il y a des ONG, il y a des ONG qui ont... Si il y a des ONG qui ont... Mais puis, tous ceux qu'on a supprimés, moi je connais les gens qu'on a supprimés, on a chassé les gens. Je vous ai dit que j'étais à la cité, 18 bureaux de vote. On a chassé certains gars quand je suis parti. Quand je reviens, sur ma page Facebook, vous verrez l'interview de ce garçon qui a plus de près d'1 million de vues. Parce qu'il a expliqué comment ça s'est passé. Et tout ça, on sait pourquoi on les mettait dehors. Et c'était pour bourrer les urnes. Et à la fin, malgré ça, Issa Tchouma a gagné dans toutes les salles. Et il va de soi que... bien. Et donc, pour répondre clairement à la question, vous pensez que les 53,66% de Paul Biya, c'est le résultat de la fraude, c'est ça? Le résultat voulu par le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que le président Issa Tchouma a dit que lui il est élu et l'autre président est nommé par le Conseil constitutionnel. Et ça, vous croyez à Issa Tchouma Bakary? Ah oui, bien sûr, parce que c'est un homme que je connais. Vous avez cru à... Je connais Issa Tchouma comme un homme. En 2018? Non, moi je n'étais pas avec Maurice Kamto. Vous n'avez pas cru? Non, parce que vous n'étiez pas son soutien. Non, je ne sais pas. Mais il dit la même chose que Issa Tchouma. Oui, mais sauf que dans le cas d'Issa Tchouma, je n'ai pas côtoyé Maurice Kamto. Par contre, j'ai côtoyé Issa Tchouma. C'est un monsieur humble, humaniste, vraiment rigoureux aussi. Et quand il se permet de dire certaines choses, nous qui l'avons connu, on le prend très au sérieux. Et vous êtes sérieux? Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bernard, oui. Sur la question et sur l'argumentaire déployé par Léonard Fandjak, je suis sûr que vous ne pouvez pas laisser ça passer. Non, je voudrais déjà dire à Léonard, mon très cher aîné, que je suis très déçu de sa posture. Il dit des choses qui sont assez invraisemblables. Demain, c'est le 6 novembre, c'est la prestation de serment du président élu, proclamé, élu par le Conseil constitutionnel. C'est la fin d'un processus, Jean-Jacques Zé. Bon, j'ai affaire à un confrère, à un directeur de publication. Il raconte des choses qu'il aurait captées dans les réseaux sociaux, des vidéos. J'étais sur le terrain. Hein. Je voudrais quand même ici dire que les personnes qui sont détenues, incarcérées pour l'instant, sont des personnes qui portaient sur elles des procès-verbaux fabriqués par une officine créée par M. Chiroma. Ces gens sont détenus dans les cellules de la gendarmerie nationale. Donc ce n'est même plus là le débat. Moi je voudrais non, c'est pas vrai ça. On analyse objectivement les résultats. Non, est-ce que c'est là? Quittons l'organisation de l'élection. On a longuement épilogué dessus. Moi je pense que maintenant votre thématique est simple là. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois à qui doit-il son score et où sa victoire, Paul Biya? À qui doit-il? Le président Biya doit son score aux Camerounais, aux compatriotes qui ont pensé librement exercer leurs droits civiques en allant le voter le 12 octobre, ce qui lui a donné le score de 53,66% qu'il a obtenu. Le président Biya doit sa victoire aux Camerounais sérieux, aux Camerounais épris de paix, qui n'ont pas voulu prendre des risques de faire un bond dans le vide. Quand c'est Paul Biya, c'est la paix. Quand c'est Paul Biya, c'est la maturité, c'est l'expérience, c'est la garantie de quelque chose qui peut nous permettre... Non, ce n'est pas des slogans creux. Vous savez que moi, personnellement, je suis plus critique que tout le monde par rapport à... Quand je parle du RDPC, mais je dis qu'il était difficile. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des Camerounais qui peinent, il y a des Camerounais qui suffoquent parce que d'autres Camerounais qui ont mangé dans cette même République, sur la table avec le président Biya, ont décidé de faire souffrir d'autres Camerounais en leur imposant quelque chose qu'on appelle ville morte. Est-ce que c'est normal, Jean-Jacques Zé? Nous sommes sortis de l'élection, chacun sait ce qui s'est passé. Évidemment qu'aujourd'hui, si on me demandait qui a gagné, moi je devais dire que je sais que c'est le président Biya qui a gagné, parce que je suis républicain, parce que j'ai vu le processus de la commune jusqu'au département en passant par la Commission nationale de recensement des votes. Et maintenant, tout cela compilé, le Conseil constitutionnel est venu, a pris le contentieux post-électoral, a décidé et proclamé que le président Biya a été élu sur la base des données que celui-ci, le Conseil constitutionnel, a reçu des autres entités qui ont traité des résultats de l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, le président Biya doit son score, doit sa victoire aux Camerounais qui sont capables aujourd'hui de dire que on a été prudent
de donner encore notre chance, de donner encore la chance à quelqu'un que nous connaissons, que nous maîtrisons, bien que nous lui réclamons beaucoup de choses. Bien sûr qu'on réclame au président beaucoup de choses. Les Camerounais lui réclament beaucoup de choses que je ne peux pas égrener ici, que tout le monde sait, les routes, les hôpitaux, le niveau de vie, le chômage, le courant, etc. Les gens réclament beaucoup de choses au président. Mais quand les Camerounais vont voter face à leur destin, ils disent que mais il vaut mieux le président qu'on connaît que les apprentis sorciers qui vont nous entraîner quelque part où on ne pourra plus se relever. La preuve, quand vous avez aimé le Cameroun, quand vous avez géré le Cameroun, quand vous avez participé à la gestion de ce Cameroun, quand vous êtes comptable de la gestion du Cameroun, est-ce qu'on peut vous faire, on peut vous accorder, accepter de dire qu'on aille dans les villes mortes ou qu'on paralyse tout un pays? D'accord, on va avancer sur cette question, l'agent de Dieu Evouna. Il doit son score et ou sa victoire à qui? Vous préférez parler de score ou de victoire? Je vais parler de la victoire. De la victoire. Et du score. Le chef de l'État réélu doit sa victoire d'abord à son leadership influent et son leadership consciencieux. Je vais m'expliquer. Il y a un haut cadre de ce parti et en même temps chef traditionnel du MBAM qui a dit que cette élection n'était pas pour convoquer des questions de route, d'eau et autres, mais c'était la ruse de l'esquive intelligente. Ça veut dire que les enjeux de l'élection pour le chef de l'État étaient ailleurs. Conscient de ce qu'il y avait une forte colère du peuple, parce qu'il faut le souligner, je crois que pendant la période post-électorale, nous avons constaté que par son leadership influent, il a convoqué l'élite traditionnelle, l'élite politique, les élites religieuses et tout ce que nous avons vu pour poser certainement les raisons pour lesquelles il voudrait aller à cette élection. Et ça a servi à quoi? Vous pensez que cette élite-là, ces gens qui ont été convoqués, l'ont aidé au regard de ce qui se passe aujourd'hui? Ils lui ont dit quand même, vas-y, résultat des courses, il a le plus mauvais score jamais réalisé depuis 92. C'est pour cela que je parle de leadership influent. C'est-à-dire, ce leadership influent est fondé sur les hommes, et pas n'importe quel homme. Les hommes qui incarnent aussi un certain leadership. Vous allez constater qu'un chef traditionnel incarne un leadership. Un chef religieux incarne un leadership. Donc, sur le papier? Non, pas sur le papier. Vous avez que le chef aujourd'hui. Moi, je voulais dire le chef aujourd'hui, 80% des élites au moins du RDP sont échoués. Voilà. Non, je ne parle pas du RDP. Justement, je n'ai pas parlé. Ces élites ont été consultées. Soit sur la casquette qu'on a dit, soit sur la casquette de tel ou tel. Merci Bernard pour cette précision. Je ne parle pas. Jean de Dieu, ce qu'il veut signifier, c'est que vous ne parlez peut-être pas directement du RDPC, je ne parle pas mais sachez que le RDPC a été consulté là-bas. Oui, le RDPC a été consulté. Justement, et Bernard dit que le RDPC a été consulté. Oui. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont été... C'est RDPC ce qu'il dit. À 80%. Écoutez, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont été convoqués ont été forcément... ont joué forcément un jeu. Moi, je m'appuie beaucoup plus sur les autorités traditionnelles. Parce que le pouvoir n'est pas qu'une question de vote. C'est d'abord une question métaphysique, une question spirituelle. Et il faut consulter ceux qui sont garants de ces choses-là. Et qui les a consultés? Le chef de l'État. Je ne crois pas qu'on puisse entrer à la présidence. Et maintenant, conscient de ceux qui... Est-ce que le chef traditionnel envoie son colis à quelqu'un à travers l'autre? Permettez-moi d'arriver à ce niveau-là. Et maintenant, conscient de ce qu'il y a quand même une colère, il y avait une colère latente. Il fallait aller vers ceux qui incarnent ce leadership. Premier point. Deuxième point. Je dis deuxième point, conscient, le leadership consciencieux. Il a fait un discours de vérité, une seule sortie, un discours de vérité et de mea culpa à Marois, qui a eu un écho pour ma part. Et c'est aller à son avantage. Parce qu'il faut considérer que le peuple était décidé. Je crois qu'il a pris conscience, le peuple était décidé à faire un vote sanction. Il ne fallait pas aller comme d'habitude. Donc les consultés là n'ont pas aidé. Peut-être. Il fallait que l'on se rende compte que le peuple est en train de vouloir le sanctionner. Justement, je crois que la méthode était d'aller à la base au travers de ceux qui incarnent un certain leadership. Une autre chose que je pourrais dire, c'est l'abstention.
il doit aussi sa victoire et son score à l'abstention. Parce que sur 8 millions d'électeurs, nous avons sensiblement la moitié pratiquement qui ont voté et une autre moitié qui s'est abstenue. Je crois, en rassemblant tous ces éléments, parce que je ne dirais pas que peut-être le cher René, il a plus d'indicateurs au niveau du RDPC. Moi, j'exclus le RDPC sur le score, sur la victoire. Le RDPC n'a rien fait. Disons-le clairement. Ils ont échoué la communication. Aujourd'hui. Non, ils ne peuvent pas. Il y a le leadership, c'est-à-dire le peuple camerounais qui respecte encore son leader, qui se dit on peut lui faire encore confiance, qui se dit on peut encore laisser, s'il nous dit qu'il a encore des choses à achever, pas à nous montrer, mais il un certain agenda. Monsieur Fandja, Sa Majesté, nous ne sommes pas ici pour faire le bilan. C'est une question qui ne... Mais le bilan compte, non? Lorsqu'on est au pouvoir, je n'ai pas convoqué le bilan. On fait un bilan. Je n'ai pas convoqué. Justement, je n'ai pas convoqué. J'ai une situation. Sa Majesté... ça veut dire que s'il n'y avait que son bilan, il ne passerait pas. La colère du peuple était... Ah d'accord. Mais dites-le clairement. C'est pour cela que je dis que la rue... Quelqu'un a dit la rue... Cette élection était quoi? La ruse de l'esquive intelligente. C'est-à-dire quoi? Les enjeux étaient ailleurs. Sûrement, le chef de l'État a un autre agenda qui porte selon sa vision. Mais si ce n'était qu'au niveau des attentes du peuple, ces dernières années, le peuple, la colère est montée. Et je crois que la stratégie, il a joué avec son leadership influent, son leadership consciencieux, son leadership charismatique de la personne qu'il incarne. Non pas bon, là, c'est la victoire de Paul Biya. On le saurait attribuer au parti ou à ses alliés. Oui, ou à ses alliés, puisqu'il était aussi conscient qu'à l'intérieur de sa gouvernance, il y a des trahisons, il y a des crises, il y a même, comme cela s'est révélé, et même d'autres qui sont encore tapis dans l'ombre, ils n'étaient pas ignorants. Je crois que c'est la raison pour laquelle il a joué sur son charisme, son leadership, qu'il incarne. Il a joué tant où Ben non, écoutez, on va avancer. On va avancer. Non, on va avancer. C'est pas là que pose des questions. On avance. Ça étouffe. Dans de Dieu. Du leader. Un leader qui est du RDPC. Un leader peut jouer par relais, cher aîné. Un leader par procuration. Non, pas par procuration. Je refuse cette terminologie. Par relais. Vous pouvez, par délégation, vous pouvez, si je suis votre employé, vous pouvez me faire confiance si je suis votre collaborateur et déléguer une certaine charge que je pourrais... Vous dites aujourd'hui Aïssa Chiroma qu'il est un mauvais leader parce qu'on ne le voit pas sur le terrain. Et vous dites qu'il est un bon leader parce qu'il peut... Non, moi je dis pas que... Moi j'ai vu le président Issa sur le terrain, je ne dis pas qu'il est un mauvais leader. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel. J'aimerais dire un bonsoir chaleureux à Bernard Ouona. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Il est juste intelligent et très courtois. C'est d'ailleurs le seul militant qui justifie le slogan de son parti, à savoir grandeur et espérance. C'est l'enfant de la nation qui vous salue. Vous êtes un militant quand même atypique. Hein. Vous demandez où est le leader lui-même. Jean-Jacques et à ton panel. Jean-Jacques l'a dit. C'est ça, fait preuve de lucidité. Vous êtes un progressiste alors. Dans le parti. Bonsoir le panel. Nous ne voulons plus d'un Cameroun, 2 poids, 2 mesures. On n'entre pas dans l'affaire des PV. Docteur Moïse Mbok, la question elle est posée. Paul Biya a gagné. Il doit cette victoire ou son score finalement à qui? Écoutez, la réserve oblige. Je sors fraîchement du parti qui réclame, lui, avoir gagné. Donc je ne peux pas aller dans cette affirmation et parler de victoire ou de score. Moi, j'aimerais aborder la question sous un tout autre angle par rapport à l'homme politique que je suis, également acteur de la société civile. En fait, le Cameroun aujourd'hui fait face à des réalités qu'on a l'impression que le leadership ne comprend pas, que les hommes politiques ne comprennent pas, et la jeunesse est comme laissée en suspens. Laissée en suspens parce que quand le DP rappelle qu'on attend beaucoup de Paul Biya, moi j'ai envie de dire non. On attend beaucoup des hommes qu'il nomme sur le terrain. Et quand ils ne font pas ce qu'il y a lieu de faire, tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il les change. C'est tout.
Et c'est ce qui a le plus manqué ces derniers temps. C'est ce qui a le plus manqué. De manière très simple, il n'y a pas de conseil de manière très simple, on n'attend pas grand-chose pour le bien. On attend qu'il soit le leader qui dit, on va dans cette direction, voilà le cap, voilà où on va, et je me dote des hommes qui peuvent nous amener là-bas. Voilà. Il n'y a pas de vision nationale. Il y a des visions de rien du tout en termes de développement, en termes d'efforts par rapport à la jeunesse. On va vous sortir tous les programmes qu'il y a, mais est-ce que ça cadre avec les besoins de la jeunesse? C'est pour ça que je dis qu'on a une gouvernance qui n'est pas en train de prêter l'oreille. J'espère que ça va être fait cette fois-ci. Prêter l'oreille à la jeunesse qui a des problèmes réels, qui a des défis réels, qui ne voit pas de débouchés à l'intérieur et qui croit que c'est l'extérieur qui est la solution. Et vous savez qu'une idée qu'on a vendue et qui est assise en quelqu'un lui donne la dynamique de pouvoir poursuivre cette idée. D'où l'épargne, le désert, la mer et la confusion pour la plupart. Donc c'est un problème de gouvernance qu'il faut traiter. Et quand on demande au chef de l'État de remanier, ce n'est pas une fantaisie. Ce n'est même pas une récompense de ceux qui auraient mieux travaillé que les autres. C'est par rapport à une vision. Si on n'a pas de vision, pour que le jeune se sente camerounais partout, pour que la femme se sente protégée, pour qu'il y ait des féminicides, pour que la sécurité soit une affaire de tous, pour que je sois habillé comme qui, pour que ceux-là se sentent chez eux partout. Il faut qu'il y ait une concertation nationale et on insiste là-dessus, mais on a l'impression que le gouvernement ne comprend pas ça. Maintenant que lui n'a pas compris ça, et que ceux-mêmes qui sont aux affaires ne comprennent même pas les raisons pour lesquelles ils sont là, parce qu'ils sont nommés pour être au service des populations et non être les chefs et les patrons. Là encore, il y a une incompréhension au niveau de la responsabilité sociale des uns et des autres. On descend plus loin. On a une jeunesse qui est larguée, qui est perdue et qui se cherche. Elle cherche des modèles, elle cherche des repères, elle cherche vers qui aller. Et c'est donc là que je dois vous assurer l'abstention. Parce qu'une jeunesse qui ne sait pas où on va, qui n'a pas de repère, dit je ne vais pas voter, ça ne sert à rien. Une autre jeunesse qui est mal informée se met à se dire, c'est celui-là qui a démissionné hier et qui est déjà opposant aujourd'hui. Vous n'êtes pas sûr que c'est une affaire encore du régime, parce que Cameroun, on soupçonne tout le monde. Et tout le monde soupçonne tout le monde. Les messages que j'ai vous concernant. Bon, voilà. Donc, tout le monde... Non, c'est purement camerounais. Vous savez, Jean-Jacques, quand vous rentrez en politique, le président Tiroma me disait souvent, en politique, 1 plus 1 ne font pas 2. Je ne l'ai jamais oublié. C'est-à-dire qu'on peut avoir un différend aujourd'hui, demain pour un intérêt politique on se remet. On peut avoir un problème aujourd'hui, demain pour un intérêt lambda on se remet. Pas les mots comme un traître. Non, non. Dans la politique. Vous savez, les gens qui parlent encore avec les émotions, ce n'est qu'un signe qu'ils ont besoin de grandir encore. Ouais. On ne les juge pas, on les comprend. C'est avec beaucoup d'émotions qu'on dit, oh le tribalisme, oh le machin. Et pendant la campagne, je reconnais que j'ai usé de beaucoup d'émotions aussi. Quand il fallait parler du RDPC par exemple, et de ces incompréhensions que je peux décrire calmement aujourd'hui, parce que je voulais la manœuvre, aussi. Ouais. Donc il faut rappeler que les problèmes du Cameroun doivent être traités par les Camerounais. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Les jeunes retrouvent le repère comment? Les femmes retrouvent le repère comment? Les hommes politiques rendent compte à qui? À quoi nous sert le Sénat? À quoi nous sert l'Assemblée nationale? À quoi nous sert un chef de l'État? Si on ne s'est pas entendu sur cette question-là, et s'il n'y a pas un suivi, tous les différents corps sociaux vont subir les conséquences que nous décrivons par exemple pour la presse. On peut dire autant pour les enseignants, pour les médecins, pour tous les différents, les sportifs. Tous les corps sociaux souffrent tout simplement de l'absence de vision. Et quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de leadership. Et quand il n'y a pas de leadership, il n'y a pas une motivation individuelle et collective qu'on peut créer pour aller dans un sens. Aujourd'hui, la question est donc sur la table. Ceux qui pensent que lui, il a gagné, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ceux qui pensent qu'il a perdu, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le Cameroun qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que celui qui va diriger le Cameroun a même compris la grogne sociale, a même compris le vote sanction, a même compris pourquoi un candidat qui vient juste 2 mois et est adoubé et fait un score incroyable? Est-ce que nous sommes en train de comprendre la nouvelle dynamique du Cameroun? Jean-Jacques, si ça, ce n'est pas compris, vous allez voir qu'après la prestation de serment,
on va prendre les mêmes, on recommence. Parce qu'on n'aura pas compris ce qui se passe. On va se plaindre, on va crier, on va pleurer. On n'aura pas compris ce qui se passe. C'est vraiment un cri de cœur, c'est une supplication. Oui, quand ça, on ça passe... Merci docteur, ça appelle fondamentalement à l'analyse de ce score ou de ce résultat. C'est l'exercice qu'on est en train de faire. Pour le bien, oyez, si on s'arrête, on a gagné, on a perdu, il y a eu un mauvais PV et un bon PV. On n'aura pas résolu le problème, effectivement. Le problème. Très bien. Maître Simon Andy, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation ce soir, une fois de plus. Merci de représenter dignement la Chambre des experts criminels sur ce plateau. Vous en êtes d'ailleurs le président. Non, le secrétaire général. Le secrétaire général, d'accord. Que le président nous en excuse, c'est un peu compliqué ces choses-là. On parle de cette élection présidentielle, on entre directement avec la question qui est posée. La lecture qui devrait être faite au sortir des urnes, Paul Biya a gagné avec un sport qui est connu, mais on doit pouvoir interroger ce score-là pour savoir à qui le doit et quelles sont les leçons à tenir. Ce n'est pas un mauvais exercice qu'on fait. Effectivement, c'est un exercice très sérieux et très important pour la vie de la nation. Vous savez, je suis quand même surpris qu'à pareil moment, nous soyons encore en train de pinailler sur des histoires concernant l'élection présidentielle. Pourtant, nous devions être en train de tirer les conséquences et prendre des leçons afin de préparer l'avenir. Pour être un peu plus sérieux sur la question, nous devons comprendre que cette élection, la phase électorale est passée. D'accord. Tout ce qu'on peut raconter concernant les PV, concernant le mode de scrutin, concernant la façon dont les résultats ont été proclamés, c'est passé. Mais c'est passé, mais il y a des enseignements. Et si on ne parle pas de cela en termes d'enseignement, on peut également se retrouver dans les mêmes travers. Que les PV soient en train de circuler demain, ça doit être interrogé. Nous ne devons pas parler. Forcément, que les gens réussissent à falsifier les PV, parce que Elekam nous a produit les mêmes PV, même modèle depuis des années, il faut également interroger cela. Si on ne se greffe pas, si on les changeait tous les jours, ne serait-ce que la couleur, ce serait aussi difficile d'avoir les modèles à la maison qu'on peut falsifier. On ne refuse pas ce genre de débat. Quand même. Non, je ne refuse pas le genre de débat, mais je vais dire que dans une vie, dans un processus électoral, il y a des étapes. On finit l'élection, on prévoit un temps tel que la loi l'a fait pour avoir des revendications. Et lorsqu'on prévoit donc un temps et un espace pour avoir des revendications, on va dans cet espace pour présenter les revendications qu'on a avec des éléments. D'accord, on est d'accord là-dessus. Allons-y sur la thématique maintenant. Bon, maintenant sur la thématique, parce que lorsque je vous disais que je ne voulais pas qu'on revienne de c'est pour dire que les gens ont eu l'occasion. Qu'on ne peut pas parler des PV qu'on ne voit que sur des photos et des vidéos de Facebook et sur la page des personnes bien précises. Et certaines vidéos et certaines photos, là c'est l'expert criminel qui parle. Devant la justice, ces éléments sont considérés comme preuves, mais après des étapes. Effectivement. Parce que je serais même plus intéressé à parler à ce sujet que de parler même de là où vous me demandez de répondre. Mais puisque si je ne peux pas vous imposer un thème, je vais continuer en disant seulement que le jour où il faudra parler de ce que les gens revendiquent en termes de PV et tout, je viendrai et puis nous en discuterons de façon technique. Bon, maintenant, pour rester sur le thème, Paul Biya doit-il son score? Vous avez entendu Jean de Dieu dire que ce n'est pas du tout au RDPC. Non, Bernard semble être d'accord là-dessus. Non, il faut être sérieux. Non, il faut être sérieux. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que aucun président de la République ne peut gagner une élection en disant qu'il n'a que les voix de son parti politique. Il y a des partis politiques qui sont des sympathisants. Il y en a même qui sont même pas des sympathisants, mais qui n'appartiennent pas. Mais des alliés. Le poids, c'est quoi? Le poids, c'est quoi? Le RDPC revendique à lui seul 4 millions au moins de militants ou sympathisants. On parle de 6 millions. Le président gagne avec 2,5 millions. Je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire. Vous savez, dans une vie, on grandit, on est fort, on vieillit, on meurt.
C'est pas l'église ici. Hein. Non, dans la vie, je ne parle pas de la messe. C'est une réalité de la vie. Mais gens, vous n'avez pas l'âge que vous avez aujourd'hui, c'est là, même l'année passée. C'est pour dire quoi? Pour vous dire que si on dit, on se fixe sur le score de cette année pour dire qu'on perd, c'est normal, au fur et à mesure que le temps passe, on perd même en crédibilité, en force et en tout. C'est normal. C'est normal. C'est quelque chose de naturel. Il faut être refusé. Oui, il faut être très malhonnête intellectuellement pour refuser de croire qu'après avoir fait 20 ans, 30 ans sur la même place, on ne peut pas perdre quelques... Est-ce qu'on parle quand même de 71% à 53%? Un peu de force. D'accord. Bon, maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est que moi, j'aime souvent poser la question aux gens qui revendiquent la victoire de part et d'autre. Quelles sont les statistiques que nous avons sur l'abstention et les électeurs? Parce que vous allez voir que, comment vous dire, je ne suis pas allé voter parce que je ne voulais pas que tel gagne. Or, il aurait pu aller donner sa voix à tel autre et revendiquer un exercice simple. Il est arrivé quelquefois que, en ma qualité de secrétaire général de la Chambre d'experts criminels du Cameroun, me retrouver au centre, par exemple, des procédures d'arrestation des personnes en train de faire des troubles. Et lorsque on va demander à un citoyen, je vais vous raconter pour parler. Mardi pas beaucoup de temps pour les anecdotes. Hein. Mardi après l'élection. Oui. L'élection était dimanche. Mardi après l'élection, je suis tombé sur une arrestation dans laquelle il y avait 20 jeunes. Après avoir décliné mon identité aux officiers policiers, aux forces de maintien de l'ordre qui étaient sur le, je dis bon, ok, faisons un jeu simple. C'est des citoyens, on veut la paix, on ne veut pas de problème. Demandez-leur ce qu'ils revendiquent. Il y a un là qui a dit, on veut nous voler nos voix. Il dit d'accord. C'est normal que celui qui a donné sa voix la revendique. Alors, vous savez que là, les gens ont donné leurs âges. Ils dit ok, que ceux qui ont voté se mettent de côté. Ils étaient 15, il n'y avait que 3 qui avaient voté. Comment aller revendiquer une voix que vous n'avez pas donnée? Comment aller revendiquer quelque chose que vous n'avez pas donné? Alors, avec toute cette abstention, Jean de Dieu l'a dit tout à l'heure, ça a profité au président Biya. Oui, parce que 44 millions de Camerounais. Ne nous cachons pas quelque chose. Oui. Ne nous cachons pas. Parce qu'en réalité, il y a, chez les Bantous, on dit quand on couvre, ça pourrit. Quand on ouvre, ça sèche. Oui. N'est-ce pas? Ne nous cachons pas la réalité que le fait que M. Maurice Kamto n'ait pas participé aux élections présidentielles a provoqué, a créé un grand mouvement d'abstention. Parce que, à dire seulement, on entendait les gens dire, vous avez enlevé le président on va pas aller voter. Alors, et ça a servi les intérêts du candidat Paul Biya. Dans ceux-là, on dit, il vaut mieux, d'autres ont dit, il vaut mieux un démon qu'on connaît déjà. Que, même pour ceux qui parlent pour Issa Chiroma, moi je suis surpris lorsqu'on vous dit que Issa Chiroma est un candidat qui est venu à 2 mois. Non, ce n'est pas ça. Issa Chiroma n'est pas un politicien de 2 mois. Issa Chiroma est un vieux politicien. S'il n'était pas important, on ne l'aurait jamais. Son parti ne serait jamais allié au RDPC. Vous comprenez? C'est parce que le RDPC l'a pris au sérieux qu'on l'a rappelé pour faire une alliance avec lui. Donc on ne peut pas le prendre comme un candidat qui est venu il y a 2 mois. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le RDPC a aussi commis au départ. Non, ce n'est pas l'erreur. Maurice Kamto n'étant plus candidat, on s'est dit, bon, tout va être facile. Non, il y a eu une escroquerie. Je vais vous dire, il y a eu une escroquerie politique. L'escroquerie politique se retrouve à quel niveau? Ceux qui... Issa Chiroma a fait une escroquerie politique. C'est-à-dire qu'il a déterminé fallacieusement les partisans. Les partisans et les amis du MRC en leur disant, moi j'étais dans le bateau dans lequel, le bateau que vous critiquez à l'époque, hein. Moi je sors, c'est ça l'escroquerie, en déterminant fallacieusement, en leur miroitant, en leur disant, je ne suis plus avec ceux contre qui vous étiez. Je suis avec vous et je vous demande pardon. Vous avez dit que Issa Chiroma, c'est une bête politique. Alors, c'est ça. C'est une analyse à ne pas... Bon, ça me rejoint, non? Pour dire que ceux qui disent que non, comme un candidat qui est venu à 3 mois, 4 mois, c'est ceux qui n'ont pas fait cette analyse. Pour vous dire donc que... Et maintenant, ceux qui semblent défendre sa cause, M. Issa Chiroma deviendra encore lui-même victime de son escroquerie parce que ceux qui défendent sa cause aujourd'hui sont
les lanceurs d'alerte, tout ce qu'ils font là, sont les partisans de M. Maurice Kamto, du professeur Maurice Pas Kamto. seulement. Et lorsqu'il reviendra, non, on n'est pas sur cette analyse. On va revenir à toi tout à l'heure. On n'est pas sur cette analyse pour dire que les lanceurs d'alerte ne sont pas seulement. Voilà. Ils sont également les amis des gens du pouvoir. Les mêmes lanceurs d'alerte là. C'est le cas. Non, vous savez que ces lanceurs d'alerte servent également la cause. Monsieur, pour chuter, je voulais dire ceci. Aucun lanceur d'alerte n'a une position fixe. On est d'accord. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on vous dit que voilà celui qui marchait, celui qui est fâché, on va le soutenir. Ça veut dire que un autre membre du gouvernement à la place de Issa Chiroma, la seule raison du soutien de Issa Chiroma, c'est un membre du gouvernement qui a lavé les élections. C'est la seule raison, il n'y a rien d'autre. D'accord. Et là, un autre aurait eu... Et là, Léonard ne sera pas d'accord avec toi. Bonsoir. Le PRC est pris en otage, la présidente de la République, avec cette équipe. Il ne peut rien pour dire que le président est l'otage des gens de la présidence de la République. Bonsoir. Jean-Jacques, à votre panel, le docteur en tenue traditionnelle doit accepter d'entrer dans le nouveau gouvernement. Il a tout le mérite. Ce monsieur est excellent dans son analyse. Monsieur Abbé Solo depuis Vomeka. Donc quand on démissionne du FNC, ça vous ouvre une porte dans le gouvernement. Oui, c'est ce qu'il est. Il n'est pas naïf. Il est sérieux. Je n'ai rien contre son entrée au gouvernement. Je veux qu'on soit sérieux là. Et c'est parfois une stratégie de... C'est sérieux. C'est parfois une stratégie de Bonsoir Jean-Jacques, il y a votre panel, le docteur en tenue traditionnelle, on l'a dit. Et le message d'Abbé Solo vient de Vomeka. Peut-être qu'il sait de quoi il parle justement. Sur le score de Paul Biya. Les gens ont parlé de son entourage, du parti et autres, mais est-ce qu'il n'est pas le résultat justement de la mauvaise étude des, je vais dire quoi, adversaires, est-ce qu'ils n'ont pas minimisé l'homme en face pour retomber à 53%? Voilà. Il y a lieu d'abord de dire que M. Issa Chiroma, je vous ai dit que c'est un homme qui est doté d'un sens d'écoute très élevé. Il a de la considération pour les gens. Si vous revivez la situation, la scène, au moment où la base, c'est un monsieur qui écoute la base, il ne fait pas comme dans le RDPC. Ça dit que la base lui a dit que nous ne sommes plus avec toi dans ton alliance avec le RDPC. Si tu tentes d'y aller, tu iras seul. On a aussi dit ça à Belouba, hein? Oui, on a dit ça à Belouba. Il a échoué. Oui. Et lui, il a dit, je suis d'accord avec vous, je le ferai. Et il a démissionné. Oui. Voilà, ça, il faut pouvoir respecter l'homme pour cette qualité. Il donne la parole, il la respecte. Alors, ici, quand les gens disent que les gens votaient, n'ont pas voté... l'abstention. L'abstention, mais c'est parce que une bonne partie, et je vais vous le dire sur ma page Facebook, vous verrez cette vidéo qui surprend les gens qui ont retenu les cartes d'électeurs des gens pour les distribuer au marché Mokolo. Je dis que j'ai ça en vidéo. D'accord, on n'est plus sur cette étape-là. Tu aimes les vidéos? Oui. Tu aimes les vidéos? Oui. Je dis parce que vous dites que les vidéos... Non, c'est l'expert criminel. Non, c'est pas criminel. Dès lors que j'ai la preuve... Non, on teste les vidéos si c'est des montages. Et puis je dis non, ceci, on vous a donné une orientation. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a minimisé Issa Chiroma, on ne l'a pas pris au sérieux comme candidat sérieux à cette élection, que le RDPC ou le candidat Biya dégringole de 71 à 53%? Oui, effectivement, c'est parce que le RDPC n'a pas pris ce monsieur au sérieux. Un monsieur qui a su jouer sa carte en allant vers les militants des autres partis qui étaient perdus, parce que la jeunesse, comme on a dit, la jeunesse est désemparée. C'est une jeunesse dévoyée, sans perspective, sans emploi. Oui. Alors c'est une... Et cette jeunesse n'attend, c'est pour ça qu'on parlait de bon diable, qu'ils ont parlé de bon diable. Ils ont vu en Issa Chiroma le bon diable, celui qui pourrait sauver. Et en cela, je trouve que mes co-discutants là sont même un peu... ils se mêlent même les pédales, parce que vous n'êtes même pas cohérent, parce que tout à l'heure... Dites-nous pour vous, tout à l'heure... Bon, alors, pour me résumer, ça dit que ces élections, ces résultats sont le fruit de la falsification des PV par les membres de l'ECAM et de par le palais. C'est le score qui permet qu'il soit là. Et je vous dis donc que c'est... Vous dites qu'on... Lui, il a même dit qu'on ne devrait même plus parler de cette... On doit parler parce que jusqu'à hier, il y a un candidat qui estime que c'est lui qui a été élu.
et l'autre a été nommé. Alors donc on doit continuer à en parler jusqu'à ce que alors, on organise un dialogue. Et on est arrivé à la conclusion selon laquelle vous pensez que ce score-là est quelque peu dû à ces manœuvres-là. Puisque beaucoup de candidats, même les évêques, on a compris. On dit qu'ils contestent les résultats. Donc je suis là pour confirmer. D'accord, on va avancer. Pour dire que... Oui, pour dire que... alors, 30 secondes. Oui, pour dire que... Vraiment, on n'a pas encore parlé. Hein. Oui, pour dire que ce résultat... cette abstention, le président a juste profité de cette organisation, l'organisation des textes qui encadrent l'élection au Cameroun avec des codes électoraux qu'on a appelé à la réforme depuis qui n'a pas eu lieu, parce que qui a fait de ce pays un pays villageois où on fait des élections en un tour pendant que les autres font en 2 tours. On donne le résultat en 24 heures, on attend 2 semaines pour falsifier les choses et données. Et c'est pour ne pas respecter la vérité. Donc, en ce qui me concerne, tout ce qu'on raconte là ne m'intéresse pas parce que moi, je suis là, je voudrais qu'on respecte la vérité des urnes. C'est-à-dire que la voix du peuple... Paul Biya, 53%. Non, c'est pas la volonté du peuple. C'est la volonté du Conseil constitutionnel. Il faut démontrer votre part de... Nous avons dit qu'au niveau local et au niveau de la commune, au niveau de la commune, on avait les PV. On va être clair. Là, c'est pas aller au Conseil constitutionnel. On va être clair. Il y a la preuve passionnelle. C'est-à-dire que les autres pourraient faire appel aux témoins qui contestent. Il y a des membres du Conseil. C'est vous qui contestez. Oui, ils étaient là. C'est à vous de produire. Oui, on a produit, les gens ont refusé. Il fallait aller au Conseil constitutionnel, monsieur. À quel niveau le contentieux se porte où? Voilà. Mais non, les gens viennent avec ce je vous ai dit que les lois là sont rétrogrades. Non, c'est pour ça qu'on a tout fait pour changer. Voilà, allez-y maintenant, docteur. Oui, si vous permettez, moi je crois que tout le problème aujourd'hui, il faut qu'on se le dise de manière responsable. Toute la machine électorale au Cameroun est grippée. Oui. Il faut la refaire. C'est-à-dire qu'essayer de tirer la corde dans un sens ou dans un autre serait refuser de voir la vérité en face. Parce que cette affaire de 2 semaines pour quand même un résultat, c'est quand même tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux. Et aujourd'hui, on a un problème de PV parce qu'il y a tellement de fantasmes et de supputations et de choses dites et non dites. Finalement, on ne s'en sort pas. Quand une situation comme cela devient aussi problématique, il faudrait que les Camerounais comprennent bien que c'est à eux de régler ce problème. Une fois donc que ce système électoral... Pour régler ce problème, il faut également dire aux Camerounais que ce n'est pas sur le plateau télé. Comment Premièrement, très bien, et je sors par là. Et je sors par là. Pour régler ce problème, ça commence par les lois. Il faut une refonte totale de l'ECAM. Et pour refondre... Et là, ça doit passer par l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça donc que pour moi, et je vais définitivement sortir sur la question, je continue de dire aux gens, que rien n'est perdu au Cameroun parce que les élections locales arrivent. Alors merci. Et c'est là-bas qu'on doit aller pour faire la différence. Et ça, c'est mon leitmotiv. Parce que il y a 47% des Camerounais, hormis l'abstention, qui ont dit non à Paul Biya. Très bien. Si on capitalise cela, les 47%, plus une bonne partie de l'abstention, et on peut aller au régional et au local. Le problème profondément et définitivement. Parce que je suis de ceux qui pensent que on ne fait pas les lois dans la rue, on ne fait pas les lois en cassant ou en brûlant, on fait les lois à l'Assemblée nationale. Et on a la puissance aujourd'hui de changer les choses. On dit qu'on a aujourd'hui l'opportunité d'aller à l'Assemblée nationale et de changer les choses. Et c'est étant là-bas que jusqu'au cours électoral, ça va être changé. C'est toute une machine. Une fois qu'on est à l'Assemblée nationale, on change le code, on se donne le Cameroun qu'on veut, avec la diversité parlementaire. On se dote du Cameroun qu'on veut, Jean-Jacques. Et ce n'est qu'à partir de là que les choses vont changer. D'accord. Vendredi, je vais aller plus en détail. D'accord. Vendredi, pour dire à Léonard Fandja que l'opposition a déjà été majoritaire à l'Assemblée, c'était même avant le code électoral actuel. Et c'est le PSIF qui a piloté tout le travail que vous voyez là. Donnel à l'ECAM. Oui. Et c'est des acquis, on doit capitaliser dessus. D'accord. Donc avançons. Il paraît que le président élu ne doit pas dire que c'est une victoire grâce au RDPC. Mais quand on est élu par des compatriotes qui sont et des militants et des sympathisants
et de la société civile et de tous les mouvements associatifs. C'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui... Donc ça devrait compter. Est-ce que vous pensez que le RDPC a effectivement aidé le président Biya? Le RDPC est un instrument par lequel le président Biya passe où il s'adosse, il s'appuie pour aller conquérir les suffrages. Il y a une organisation qui est interne au RDPC, c'est un parti organisé, structuré, hiérarchisé, qui a de gros moyens. Avec ces moyens-là, humains, matériels, financiers et organisationnels. Et pour retomber à 2 millions de voix. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais y arriver. Je voulais dire... avec tous ces moyens. J'ai la peine à parler après... mon grand frère Léonard, parce qu'il dit des choses qui me gênent sur un plateau, parce qu'en réalité, moi je suis plus dans cette mouvance où les gens pleurnichent. Nous sommes en train de dire des choses simples qui doivent interpeller, et ceux qui ont gagné, et ceux qui ont échoué. J'espère quand même que vous avez compris les raisons pour lesquelles les gens pleurent quand même. Bien sûr, compris ça. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas juste dire pleurnicher. Il ne faut pas dire pleurnicher seulement, il faut reconnaître aussi que les gens ont beaucoup de peine. Je suis entièrement d'accord avec ceux qui ont sanctionné le président Biya. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit ici il y a quelques semaines. C'était le 25 juin. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Je vais vous dire que lorsque le candidat Chiroma était ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, il a voulu longuement, plusieurs fois, rencontrer le chef de l'État. Ça, je vous dis ça, c'est vérifiable. À plusieurs reprises, il a voulu rencontrer le président de la République parce qu'il voulait demander au président de la République, dans leurs alliances, qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle. Le président Chiroma... Ce qui est normal pour les alliés. Naturellement. Malheureusement, le président Chiroma a été buté à un mur de Berlin qui ne lui autorisait pas à rencontrer le président de la République. Et donc le président Chiroma a dit, comme il en est ainsi, je prends acte de ce que je voulais voir mon allié avec lequel j'ai signé des alliances. Une alliance, pas des ministres ou des secrétaires généraux de ci ou de ça. Chiroma est donc parti, a décidé de démissionner, il l'a fait. Lorsque Chiroma démissionne, le lendemain, le secrétaire de la communication du RDPC, le professeur Jacques Famdongo, fait une sortie à Cameroun Tribune où il barre la une du journal de Marie Clenana en disant « rien de nouveau ». Toujours sur ce plateau... On dit que c'est banal. Toujours sur ce plateau, j'ai dit, les archives sont là, que cette arrogance, cette condescendance allait nous coûter cher. Vous l'avez dit. Et ça, je vous dis que aujourd'hui, même si on essaye de colmater les brèches, on est en difficulté au sein du régime. Donc l'entourage du chef de l'État a mis en difficulté. Je voudrais dire que, effectivement, il faut demander au président aujourd'hui, dès qu'il prêtera serment demain, de sortir une équipe quand même qui démontre à suffisance que c'est lui qui leur a donné le pouvoir de travailler pour répondre aux aspirations du peuple. Je voulais également préciser quelque chose qui est très important. Pour ceux qui maîtrisent la chose politique au Cameroun, M. Chiroma ne pesait pas plus politiquement que M. Kamto. Ça, je vous le dis. Alors, M. Chiroma a eu des votes qui n'étaient pas des votes de Chiroma. C'était des votes qui devaient aller à Biya, et les gens ont dit à Biya, même les militants du RDPC, beaucoup de gens ont voté Chiroma, pas parce qu'ils aiment Chiroma, ils ne le connaissent pas. Comment vous allez démontrer ça? Ça reste mon père, quoi qu'on dise là, ça reste mon père. Ne se fâche pas. Non, faut pas dire ça de Chiroma. Ça sera démontré par des politologues et des experts. Je suis en train de vous dire que M. Chiroma a bénéficié des votes de quelques frustrés, non pas de quelques, de tous les frustrés du régime, de beaucoup de militants du MRC. C'est ça, puisque si M. Chiroma a fait 34%, 35%, alors que M. Kamto a fait 14% en 2018, vous comprenez que ce que je dis, que M. Kamto, M. Chiroma ne pèse pas plus que M. Kamto. On résume tout cela. Vous êtes en train de dire que le score de Paul Biya, qui est une chute par rapport à 2018, est le résultat de nombreuses frustrations. Le score de Paul Biya est l'illustration parfaite d'un désamour de ces anciens lecteurs d'hier par rapport à
à leur mécontentement, à leur frustration, ce qui fait que beaucoup de personnes qui ont voté Paul Biya, qui lui ont donné 71% en 2018, ont décidé de voter soit Chiroma, soit de ne même pas voter. Donc, tout. Vite, je sors. Il y avait 11 candidats. Il y avait 11 candidats. Cher respect, 30 secondes. Il y avait 11 candidats. Il y avait 11 candidats. Non, moi je veux m'expliquer. Thierry Masson, premier de ces 11. Il ne faudrait donc pas dire qu'il a bénéficié au hasard. Non, il n'a pas dit au hasard. C'est un travail qui et il pèse son poids. Il pèse son poids. D'abord Jean de Dieu. D'abord Jean de Dieu. D'abord Jean de Dieu. Oui, Simon. Après Jean de Dieu. Oui, permettez-moi. Je vous permets. Allons-y rapidement. Après avoir suivi le DP, je peux dire avec joie que le vote sanction n'est pas contre Biya, c'est contre le RDPC. Mais c'est lui qui paye le truc. Non, c'est lui qui paye. C'est-à-dire c'est contre le RDPC. Parce que cette machine puissante dont on vantait tant s'est retrouvée face au peuple qui l'a jugé et qui l'a sanctionné. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que le chef de l'État en tire les conséquences. C'est-à-dire que sa machine politique n'est pas seulement grippée, elle est malade. Elle est malade parce qu'il y a de l'arrogance qui fait corps avec cette machine politique. D'accord. Qui fait corps avec cette machine politique. Il y a même de l'incompétence. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous avez autant de ressources humaines, autant de moyens. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas convaincre et pouvoir partir de plus de 70% pour 53%? Et c'est pour cela que je suis d'accord qu'il faut aussi sanctionner à l'interne, c'est-à-dire le leader doit sanctionner sa machine et faire un gouvernement qu'il est encore capable de sanctionner d'union nationale avec la société civile, prendre des gens compétents qui peuvent, parce que je ne suis pas d'accord avec le docteur Mbok, il y a une vision. Le chef de l'État a une vision, mais il n'a pas des instruments pour implémenter la vision. D'accord. Alors, le RDP, c'est une grosse machine, nous a-t-on dit avant cette élection, qui ne paniquait pas, qui avait des slogans et des chants qui montrent qu'on est trop puissant. Mais cette machine est allée à une élection quand même, je ne veux pas dire en lambris, on va m'en vouloir. Il n'y a pas eu un congrès. Il y a des gens qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Taylor Onana a dit des choses concernant cette machine-là qui allait à l'élection. Est-ce que le RDP n'a pas participé? Je vais dire que si je vais dans cette question, je vais parler, mais je ne vais pas dire. Permettez-moi de dire. Permettez-moi de dire. Voilà. Je voulais quand même expliquer la chute du score du chef de l'État. Allons-y. Lorsqu'on veut parler du RDPC, c'est que les gens ont mal analysé la chose. À l'élection de 2018, le chef de l'État, le RDPC avait l'allié Chiroma et Bello Bouba. Et Maurice Kamto était le président, monsieur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, était le dauphin de l'élection. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une explication simple. Allez-y. En 2018, c'était plus de 70%. Oui. Ça veut dire que dans ces 78%, il y avait les voix de ses alliés venant de M. Chiroma et venant de M. Bello Bouba. D'accord. Vous comprenez? C'était pas les 70% de 2018 n'étaient pas seulement les voix du RDPC. Alors, simple c'était y compris. 2018. Oui. Paul Biya avait 2,5 millions. 2025, Paul Biya avait 2,4 millions. Donc il y a 100 000 voix ça peut s'expliquer. Avec le départ de Bello et de Chiroma, c'est 100 000 voix. Oui, écoutez, pas seulement 100 000 voix. Non, pas seulement. Non, d'aller aux chiffres. Hein. Non, écoutez. Oui, vous voulez dire qu'il pesait seulement 100 000 voix. Les gens parlaient, moi je fais l'analyse sur le pourcentage par exemple. Parce qu'on semble parler. Maintenant sur les chiffres, des parts et d'autres, il y a eu des abstentions. Vous comprenez? Allons voir le nombre d'électeurs qu'il y avait en 2018 et voir le nombre d'électeurs qu'il y a eu en 2025. S'il faut comparer sur la base des chiffres. Moi, je voulais rester sur la base du pourcentage pour vous dire que lorsque vous regardez le pourcentage de 2018 et que vous voyez qu'il y a 20% en moins en 2025, vous pouvez comprendre quand même que une partie de pourcentage, M. Bello est parti à une partie de pourcentage, M. Chiroma avait l'autre partie.
Ça se comprend bien. Pour vous dire un seul On a instant dit que ça se comprend bien, mais c'est sur 100 000 fois. Non, on ne peut pas vous dire que 100 000 c'est de la faute du RDPC parce que un chef de l'État gagne, un candidat gagne l'élection avec son parti, avec les alliés et les sympathisants. Ça veut dire que son parti n'a même pas voté de moitié relativement. Non, vous n'avez pas avancé par le parti. Vous ne pouvez pas. Le parti dit qu'on a au moins 4 millions. Vous ne pouvez pas faire 6 millions. Non, on ne peut pas faire sur la base. Il y a un sommier. Sur la base des militants du parti. Il y a un sommier actualisé. Pour vous dire qu'on ne peut pas se vanter du fait que, ou des gens ne peuvent pas dire que M. Biya a perdu la sanction parce que à cette année, le nombre d'électeurs, le pourcentage a baissé. Ça s'explique clairement. Vous êtes sûr que si M. Tiroma était resté allié et M. Bello Bouba était resté allié et que Maurice Kamto était allé à cette élection, donc prenons la chose autrement. Les actions, les voix de ces deux candidats n'auraient pas passé à 50. Prenons la chose autrement. À 50%. L'opposition en 2025, c'est pratiquement 47%. Oui. Oui, mais ça s'explique simplement. Vous ne voulez pas reconnaître que l'opposition a gagné du terrain? Non, l'opposition n'a pas gagné du terrain, ça s'explique. C'est ce que je vous dis que... Non, écoutez, ça s'explique comment? Ça s'explique pour la simple raison. On est quand même à 47%. Non, c'est une affaire, écoutez. En temps normal, c'est du 50-50, 50. Non, écoutez, là, on est presque écoutez, ça s'explique pour la simple raison que... Pour la simple raison que... des alliés se sont détachés. Vous avez dit. On a pesé le poids de ces alliés qui se sont détachés. Oui, personne ne peut négliger le poids de ces alliés. D'accord. On ne peut pas vous dire que. On ne peut pas vous dire que. On peut pas vous dire que. Le RDPC. Le RDPC seul. ont voté contre. Vous êtes quand même d'accord qu'il y a de nombreuses frustrations dans le RDPC. Non, mais comme dans toute organisation. C'est facile de dire ça dans toute la nation. Il y a les frustrations. Voilà, je comprends. Non, c'est d'accord. Je vais m'en parler dans ce sens. Mais on peut dire que dans toute organisation sociétale, il y a les frustrations. Même en famille. À une élection. Même en famille. Sans faire la réunion de famille. Voilà. Parlons donc de famille. Vous allez à l'élection. Vous ne vous êtes pas rassemblés pour savoir quelles sont les armes que vous avez utilisées parce que vous ne l'avez pas fait. Le RDPC ne s'est pas assis pour dire que vraiment il y a une élection qui arrive. Tenons au moins un congrès, une réunion de bureau politique. Oui, c'est que ça il ne s'est même plus jamais assis. Donc si vous l'expliquez. Oui, je peux expliquer. Vous êtes traité. Non, on peut faire une analyse, non? On peut faire une analyse. La simple raison, c'est quoi? C'est que s'il faut parler de famille, on va dire qu'on n'ouvre pas l'association d'un père qui est vivant. D'accord, merci. Vous comprenez? On ne parle pas l'association d'un père qui est vivant. Vous ne pouvez pas parler l'association. On ne pas comme ça. On ne voit pas. Ça soit la famille, c'est parler de on ne peut pas rassembler les armes. On va avancer. Dans les élections locales, cela se sanctionne par les élections locales. Simon, d'accord. Non, c'est rien à voir avec le code électoral. Bonsoir à Maître, merci. Bonsoir, le panel. Je pense que beaucoup de Camerounais ne savent pas les intérêts majeurs que le président actuel est en train de préserver pour l'avenir de nos enfants. Voilà, il paraît qu'il préserve le sous-sol. Nous qui sommes nés dans les années 86, notre avenir avait été vendu par Aïdio. Donc maintenant, le président Paul Biya libère nos enfants qui viennent après nous. Par contre, Issa et les autres sont les pions des Européens. C'est un peu compliqué cette démonstration-là. Heureusement, vous dites que j'aimerais participer à ce sujet un jour. Non, on va vous inviter. Que vous expliquez les Aïdio et les Européens. On lui a lavé le cerveau. Il faut venir sur le plateau pour nous dire. Bonsoir, Jean-Jacques et votre panel. Je vois les Camerounais depuis parler du score de 53-66% du président Paul Biya comme un échec. Sauf qu'il oublie qu'à cette élection présidentielle, les deux alliés du côté du septentrion n'étaient plus avec lui. Cela est la cause de ce score, M. Ondoa, depuis Dakar au Sénégal. On a fait la différence des chiffres. Avec les alliés et sans les alliés, la différence est de 100 000 voix. Et Dr Mbok et les autres vous disent que Tiroma et Bello, ce n'est pas seulement 100 000 voix qui pèsent. Et que aller sur cette base-là, ce n'est pas un calcul. C'est pour ça que j'ai insisté sur les leçons. J'ai insisté sur les leçons à tirer. Au Cameroun, j'ai l'impression que les gens ont la phobie de faire le bilan. Les gens ont la phobie des assises. Les gens ont la phobie d'adresser les vraies questions qui fâchent, qui choquent et qui peuvent nous rendre meilleurs au Cameroun. On est très fort pour avoir des excuses, en fait, des échappatoires.
au lieu d'affronter des problèmes. Quand le DP parle du parti RDPC, je pense qu'il aime son parti plus que ceux qui veulent défendre. Bien sûr, tout. que c'est Il y en a qui veulent défendre, oui, ils défendent tout et rien. C'est pour ça que, et je veux savoir pourquoi M. Sanga Yamzing, pour vous savez, un aîné, M. Sanga Yamzing, qui dit qu'il est un biaïste. M. Sanga Yamzing est un biaïste parce que M. Biya a un idéal qu'il a su présenter aux Camerounais. Seulement, beaucoup dans ce parti n'ont pas saisi son idéal. Ils ont saisi autre chose. Et c'est pour ça qu'il se retrouve à mettre ce Paul Biya en grande difficulté. J'ai envie de dire ici, et il faut que les Camerounais le comprennent, nous sommes sortis ou en train de sortir de cette situation-ci. Tôt ou tard, c'est des hommes politiques matures, majeurs, ils vont trouver le moyen de ramener la paix au Cameroun. C'est mon souhait, c'est mon vœu le plus cher. Maintenant qu'on aura retrouvé cette paix, et qu'on sera en train d'évoluer, est-ce qu'on va continuer à évoluer en éludant les vrais problèmes des Camerounais? Mais c'est la... Pourquoi on ne veut pas adresser les problèmes des Camerounais comme si c'était le pays des autres? Il faut que les Camerounais arrêtent. Et je dis donc que la sanction commence par l'attitude des Camerounais. Il faut que cette affaire de se coucher quand les ministres passent s'arrête. Ouais. Parce qu'un ministre, dans sa fonction, est là pour servir. Oui. Mais c'est nous qui nous couchons au sol. C'est nous qui nous... En fait, on élève nos bureaux, au point où Jean-Jacques, ils oublient la raison pour laquelle ils sont là. Oui. Un ministre mérite respect, considération, écoute, mais aussi il doit être dynamique, proactif et porter du résultat, du fruit. Pourquoi on ne peut pas imposer à ces ministres de faire un compte rendu? Ce qu'ils vont faire à l'Assemblée nationale, ça ne nous concerne pas. Parce ils font un petit discours, ils font un petit speech, un député pose une ou deux questions. Si on ne, les Camerounais... Des questions envoyées à l'avance. Checké. Oui. Mais pourtant, les Camerounais... Oui. Et c'est là que moi je souhaite que la société civile monte d'un cran dans sa responsabilité sociétale en termes d'organisation des sujets à mettre sur la table obligatoirement dans les boîtes à suggestions et même à l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'on ait des députés qui comprennent qu'ils sont là pour nous aussi. Je suis d'accord. Ils ne sont pas là pour eux, ils sont là pour nous. Mais on passe le temps à caresser nos bourreaux dans le sens du poil et après on veut le changement. Non. Il faut donc qu'on s'oppose à certaines attitudes qui sont contre-productives. Non, jusqu'à présent, il n'y a pas de proposition de loi parce qu'il n'y a pas une majorité. Il n'y a pas de majorité. Il faut avoir la majorité. C'est ça qu'on dit. C'est pour ça que pour moi, je sors par là. Peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, n'oublions pas que l'élection locale, là, si on la rate, toute la sueur qu'on a versée pendant la campagne, tout ce qu'on a fait pendant cette campagne va tomber dans le vide. On aura couru pour rien. Il faut qu'on aille à l'Assemblée nationale. De la capitalisation de tout ce qui a été fait. Le taux de confiance que les Camerounais ont accordé à l'opposition de façon globale. On est au moins à 47% plus. Exactement. Et on doit bénéficier de ça. Oui. On doit bénéficier de ça. Et si on ne fait pas ce travail maintenant, on va se retrouver dans un cas de figure où dans l'opposition même, je dis qu'en 2025, on a eu l'opposition la plus intelligente parce qu'on se parle, on s'écoute, on se respecte. Il faut que ça continue dans les élections locales. Pourquoi on ne se trouve pas à discuter qui part, qui ne part pas, qui a les moyens, qui ne peut pas, et finalement personne ne part, et les autres prennent encore tout. Et puis, on se retrouve dans les mêmes problèmes, les mêmes peines, les mêmes difficultés. La même pression que nous mettons au chef de l'État. Nous mettons la même pression aux parlementaires dans la globalité, la même pression aux ministres, mais aussi la même pression à la société civile. Oui. Et on est d'accord là-dessus. Alors sur la capitalisation de ce résultat, sur le vote sanction, la chance c'est peut-être que le délai entre la présidentielle et ces élections locales-là est très court et qu'il faut faire un magnifique pont. Un pont qui ne doit pas égarer les uns les autres. Parce qu'on a encore le discours de Fanja qui nous ramène au PV. Ça peut nous griller encore 4 mois. Si on se met à discuter du PV comme on a discuté du mandat impératif et autres, ça peut nous griller 4 mois et on sera surpris de l'arrivée de l'élection locale et on ne sera pas préparé. La surprise ne peut pas seulement... Il ne faut pas seulement voir la surprise du côté de l'opposition. Parce que la véritable victoire du président, ce sera la victoire aux législatives et aux élections locales. Et comment on la garantit? Justement, comment lui va faire pour essayer? Justement, c'est là toute la... Les élections locales, c'est toute la problématique. Parce que quand vous posez la question, et sa victoire, si par malheur aux législatives,
il ne parvient pas, c'est-à-dire l'opposition parvient à capitaliser ce que vous évoquez là, on ne peut pas parler de victoire. On ne peut pas. Donc jusqu'à présent, le score est à mi-raison, mi-fi. Et maintenant, la victoire, elle n'est pas encore. Parce qu'un chef d'État qui n'a pas la majorité parlementaire ne peut pas encore parler de victoire. Il est donc question aujourd'hui, pas seulement de l'opposition, que ceux qu'on a sanctionnés enlèvent leur orgueil, éliminent leur arrogance, cessent de nous montrer des coupes de champagne lorsqu'ils fêtent chez eux. On n'est pas obligé de se filmer lorsqu'on boit du champagne alors qu'il y a des gens à côté qui ont faim. On n'est pas obligé on n'est pas obligé de présenter sa résidence avec des lumières et autres lorsqu'on sait qu'à côté il y a des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas bien lotis. Il est donc question ici qu'ils nous écoutent. C'est-à-dire rien n'est gagné. Alors vous dites aux gens de l'opposition qu'ils doivent rester en rang serré. En rang serré. Et vous dites à ceux qui sont au pouvoir que on ne peut parler que de victoire, on ne peut parler que de que ce n'est pas terminé. Que ce n'est pas terminé. Le match n'est pas fini. Si dans 3 mois, 4 mois, l'opposition fait le même score, disons même à 48, 52, ça ne va pas être facile. Aujourd'hui, nous avons compris qu'un conseiller municipal n'est plus le conseiller de 1990. Il pèse et il peut conduire un candidat à la présidentielle. Donc, chaque conseiller municipal, chaque vote va compter. Ça veut dire quoi? On quitte la politique du buzz. On quitte la politique de la haine. On quitte la politique de la tribu. On quitte la politique du ventre. On entre dans la politique stratégique, celle qui profite au peuple. Et c'est ce que la société civile que j'incarne dit. Exactement. On est d'accord, le temps est réduit. Le temps est très court. Et comme on est en train de le constater, la présidentielle, cette fois-ci, ne se joue pas seulement avec la prestation de serment. Il y a une prolongation jusqu'aux élections locales et que ceux qui ont gagné aujourd'hui peuvent perdre demain. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois il a prêté serment, le président sera certainement amené à proroger encore le mandat des députés et des maires. Parce que nous avons, nous avons une élection. Bon, je vous explique. Je vous explique rapidement ce qui va se passer. Vous ne voulez pas parler. Non, je suis un spécialiste. Et c'est ça qui va arriver. Il n'y a pas de débat là. Il y a l'élection régionale le 30 novembre. 30 novembre, oui. Alors, si il n'y avait pas eu prorogation de l'élection municipale et législative de 2026, elle aurait eu lieu en mars 2026. Ça veut dire donc le président a encore, de par la loi, l'attitude de proroger le mandat. Proroger 2 fois? Oui, il a encore 6 mois. Il est encore capable, de proroger 6 mois jusqu'en août. Regardez ce que disent les textes, on les a pas sous les yeux. Il a encore 6 mois, de mars à août. Je suis en train de vous dire quelque chose. Pourquoi vous ne voulez pas vous ne voulez pas que vos téléspectateurs bénéficient de cette expertise? Donc, l'élection municipale, l'élection législative prévue en 2026 aura plutôt lieu certainement. N'affirmez pas. Non, je dis vraisemblablement. En août, mais c'est pas à l'avantage de l'opposition. 2026. Mais entre-temps donc, pour revenir sur l'élection, non, ne vous trompez pas, il n'y a rien à voir entre l'élection présidentielle et les élections locales. Les élections, je vous comprends. Aujourd'hui, permettez-moi d'avancer. Vous savez que il n'a pas de pouvoir. Vous savez que rien que le mot d'ordre de ville morte fait déjà perdre beaucoup de voix à leurs auteurs, à ceux qui ont lancé ces villes mortes. C'est-à-dire que si vous êtes parti de l'élection présidentielle, souffrez que je le dise comme ça. C'est bien de sourire. Ça fait de l'ambiance dans la studio. Alors si vous avez eu 35% à l'élection présidentielle le 12 octobre 2025, et pendant que tout le monde appréciait le score que vous avez fait, qui est d'ailleurs très appréciable, vous devez comprendre que immédiatement après, si vous mettez les populations en difficulté en lançant des mots d'ordre où les gens ne peuvent plus manger la viande et la tomate,
vous comprenez que les gens n'auront plus un bon souvenir de vous. Oui, c'est ça le risque également. C'est un gros risque. Vous allez voir que la sympathie, cette option choisie, l'option choisie pour les villes mortes va grignoter la grande sympathie que beaucoup de Camerounais ont accordée aux candidats et à l'opposition à l'élection présidentielle. Il faut jouer stratégique et subtil. Voilà. Parce que après cette élection présidentielle, ce qui aurait été bien pour l'opposition, que je ne supporte pas, c'était de s'asseoir et de voir comment chacun s'est comporté dans les différentes circonscriptions, en commençant par les communes jusqu'au département. C'est sur la base de ces résultats que chacun peut décider d'aller à concourir à la mairie ou à la députation. Monsieur Jean-Jacques Zé, permettez-moi de dire quelque chose sur l'élection locale, parce que beaucoup ne comprennent pas ça. Moi, je suis élu local, je suis conseiller municipal. Oui. Et les enjeux d'une élection locale ne sont pas les mêmes que les enjeux d'une élection présidentielle. Quand c'est dit dans le livre, comme ça on est d'accord. Maintenant, allons sur le terrain. Maintenant, sur le terrain, et c'est même sur le terrain que tout se joue. On est en pleine décentralisation. Oui, c'est sur le terrain. Parce que qu'est-ce qui se passe? Écoutez, l'élu local, c'est que lorsque tu es conseiller municipal d'une commune, tu es localement connu. Tes comportements et tes habitudes jouent pour l'élection. C'est-à-dire que un gars qui est du parti peut se fâcher. On a beaucoup boudé vos élus locaux. Non, je parle d'élection locale. Vous voyez, c'est vous qui avez été le chargé de mission. Vous avez battu les campagnes et vous avez échoué. Écoutez, Jean-Jacques, écoutez. Oui. Je ne veux pas qu'on aille dans le discours. Je ne veux pas qu'on soit dispersé. Je parle d'élection locale. Oui. Je dis l'élection locale. Vous, Jean-Jacques Zé, sans vous présenter comme conseiller municipal dans votre village, la portée peut être différente que si à un autre candidat du même parti. Alors, si je viens d'être là-bas pour défendre les intérêts de Paul Biya et j'ai échoué, je ne vais plus revenir pour l'échec ne sera pas... Je ne vais plus revenir. C'est moi qui vais censurer. Moi, je peux me vanter d'avoir eu, par exemple, 92% chez moi. À Bafia? Pas à Bafia, dans ma localité, à Egona. D'accord. Combien d'électeurs? Vous comprenez? Combien d'électeurs? Non! Écoutez, c'est juste un chiffre. Vous voulez mettre vous expliquer. Écoutez, Jean-Jacques Zé. Vous voulez pas un seul chiffre. Non, écoutez. Vous voulez mettre discret lorsque je veux parler de la réalité de l'élection locale. Non, c'est pas laisser parler de l'élection locale. On a compris le débat, ce n'est pas sur l'élection locale. On voulait vous dire. Ce que je voulais dire sur la conséquence de l'élection, la conséquence de l'élection présidentielle sur l'élection locale, c'est que on ne va pas se laisser discret pour dire que si nous avons eu 54% d'élections présidentielles, il est possible que nous ayons 92% d'élections locales. Parce qu'on peut se servir des erreurs commises à l'élection présidentielle pour dire ne repartons plus avec le même comportement, revenons, ayant une autre stratégie et parlons différemment, changeons même les personnes. Le monsieur que vous avez cité tout à l'heure sur l'escrime de la rue, vous parlez du patriarche Motekami, que vous avez cité tout à l'heure, qui était le président de la commission communale de Bafia pour la campagne. Vous pensez que à l'élection locale, il peut arriver qu'on ne change pas la personne, il peut arriver qu'on garde la personne, il peut arriver qu'il y a le même Merci, on a compris. On parlera des élections locales au moment venu. On faisait juste le pont pour dire que le match n'est pas terminé. Le match n'est pas terminé, mais quand on ne pense pas que... C'est pas vous qui parlez. Quand on a bouclé la présidentielle, sachez que vous pouvez toujours gérer le pouvoir. Après avoir perdu la présidentielle, vous pouvez toujours gérer le pouvoir en gagnant par exemple les législatives, en devenant majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on était en train de dire. Donc ne gâtez pas la compréhension. Tout le monde peut changer de score à l'élection. Défendre les choses de ton village. Le score peut changer devant tout le monde, pour tout le monde. Tu as gagné, mon frère. Le score peut changer pour tout le monde dans l'élection. On ne doute pas, tu as gagné de ce côté-là. Ceux qui ont eu 2% peuvent avoir 80% à la prochaine élection. Il faut lui donner la première dose de produit que tu as là. C'est mon pays. C'est depuis 20 ans qu'il me le donne. Alors, il te donne ça depuis 20 ans? Depuis 20 ans. Mais mon frère, il s'agit de quoi? Il s'agit du King Fimic.
Fimic 24 la solution, ce projet-là qui aide les MST et IST pour des personnes qui sont victimes de... On peut enlever le thème, ça ne concerne plus pour lui là. Pour des personnes qui sont victimes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce, de reprise de langue, ces femmes-là qui ont les problèmes de conception, de procréation, ces messieurs-là qui ont les problèmes d'azospermie, bien d'oligospermie, avec le produit King Fimic 24 la solution, vous avez désormais la solution à vos différents problèmes liés aux problèmes de conception et de procréation. Nous avons aussi ces personnes qui ont les problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital, mauvaise odeur au niveau des pieds. C'est-à-dire que quand la personne se déchausse, il y a une très forte odeur qui va dégager. Alors avec le produit King Fimic 24 la solution, vous allez dire adieu à ces différents problèmes-là. Jean-Jacques, à côté ici, je suis venu avec le produit, le Rhumatox, pour des personnes qui sont victimes du rhumatisme, d'arthrose et de nerfs sciatiques, et même parfois des douleurs au niveau de la colonne vertébrale et même au bassin, au niveau du bassin. Le produit Rhumatox vient donc régler tous ces différents problèmes. Même les personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle du fait que c'est hyper important. Alors le produit Rhumatox vient donc renforcer la capacité des os à soutenir le corps tout entier. Même les femmes là qui ont les problèmes de mal de genoux et même au niveau des chevilles, le produit Rhumatox vient résoudre tous ces différents problèmes. Jean-Jacques, si tu me le permets, comme tu as dit tantôt au grand frère Mercredi, le King Tapé, c'est ce produit-là qui permet donc de résoudre les problèmes liés au trouble érectile, c'est-à-dire les messieurs qui ont les problèmes de reprise de langue, les problèmes d'éjaculation précoce et même les problèmes de manque de désir sexuel. Jean-Jacques, merci encore pour l'amitié que tu nous fais cet après-midi à m'inviter sur ton plateau. Tout en signant que le produit Open Sex est toujours disponible, ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolindongo, Carrefour, Iptec, Immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Aquanor, Madiba Hotel, lieu dit église Salem. Merci les Makouma d'être passé, nous parler de ces biens pour le corps. Merci encore. Pour les organes de base aussi. Redynamiser les organes de base. Et contre le rhumatisme également. Bonsoir Gigi, très belle émission. Sacré docteur Moïse Mbok, la fierté de l'Afrique. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Bravo docteur. Job de Garoua. On prend rendez-vous avec docteur Moïse Mbok vendredi 21h avec toutes vos questions. J'ai lu tout ce que vous dites là. Il va répondre vendredi. Merci à ceux qui étaient là. Merci à vous d'avoir regardé. Très bonne soirée à tous.